centrafricaine est dans la dynamique de se doter d'une nouvelle constitution et un comité chargé de la rédaction de cette nouvelle loi mère du pays est déjà à pied d'œuvre. Le comité a seulement 3 mois, il faut bien le préciser, de mission pour finaliser la rédaction de cette nouvelle constitution. Et pendant ce temps, la Cour constitutionnelle va donner son avis sur le décret présidentiel après la requête introduite par certains opposants. Eh bien, qu'attendez-vous de ce comité chargé de rédiger une nouvelle constitution? Le refus de participation de l'opposition radicale entrave-t-il la marche de ce projet qui se veut révolutionnaire? En tout cas, l'autre question sera de savoir si l'on se dirige vers une nouvelle crise politique. De toutes les façons, on trouvera réponse dans quelques instants. Et puis, à travers un communiqué lu à la télévision nationale, le gouvernement malien met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire à leurs responsabilités et de ce fait rejette catégoriquement l'idée de faire appel à l'organisation dans un dossier purement judiciaire et bilatéral. Et faut-il le rappeler, nous sommes bien sûr là dans le cadre de l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus du côté de Bamako. On le rappelle, Abidjan a récemment demandé une réunion rapide de l'institution sous-régionale sur le dossier. Et on rappelle également que la semaine prochaine à New York, c'est-à-dire dans quelques jours, où se tient donc la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, au moins 2 réunions au cours desquelles on parlera du Mali sont prévues. Eh bien, jusqu'où ira cette guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali? On reviendra effectivement sur ce communiqué, du moins, non seulement du côté de Mali, mais aussi de la Côte d'Ivoire. On en parlera dans le cadre de cette édition. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition de l'International. Nous sommes bien le 17 septembre de l'an de grâce 2022 et en ce jour, 2 sujets nous intéressent, vous l'avez compris, et comme le disait d'ailleurs notre cher Siké Doumbé avec moi sur ce plateau. Bonsoir à vous également Bachir et bonsoir à tous nos panélistes qui sont déjà en place. On va rapidement peut-être procéder à la présentation du panel. Le président Bandakani est avec nous. Très heureuse de vous retrouver après ce séjour du côté de Bangui en RCA. Merci à vous, président, d'être là. Mon frère, parfait dans le temps par là, il me revient de célébrer votre traîtrise. La traîtrise du micro, la traîtrise du panafricanisme. Vous êtes très belle cette année. Merci. Très belle tenue. Merci. Particulièrement belle cette année. Particulièrement. Il y en a certains qui sont un peu gênés quand on va gêner tout ça. Il y a qui sont sur ce plateau. Il faut commencer avec beaucoup d'humour. Mais il faut dire des choses sérieuses avec beaucoup d'humour. L'humour est africain, l'humour est nègre. Donc je suis très content, Mamela Siké, Bachir. Merci, et c'est l'illustre co-panéliste que vous allez inviter avec les meilleurs souvenirs de Bangui. Ah oui, merci. D'un président à un autre, il n'y a qu'un pas à faire. Il s'agit du président Matomba qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, président Matomba. Bonsoir, monsieur Ladan. Bonsoir, madame Siké. Bonsoir au président Bandakani qui croit créer des jaloux sur le plateau. Ou je ne sais pas trop. Je ne vais pas présenter le prochain panéliste à qui je dis bonsoir. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et bonsoir à tous les pays qui nous suivent. Et au Cameroun. Merci à vous, président Matomba. Effectivement, on a un autre panéliste sur le plateau, le docteur Yambitimba. Voilà, je veux... Voilà, l'accent. Merci à vous, docteur, d'être là. C'est très bien. Merci pour cette invitation et surtout merci d'avoir enfin bien prononcé. Ah oui. C'est important. Oui, il faut préciser, c'est l'auteur de cet ouvrage qui devient de plus en plus un best-seller. Président Bandakani, vous l'avez d'ailleurs en main. Paul Bokibon. C'est ça. On va faire l'honneur de le dédicacer. Voilà. Je vais rapidement le lire, le déguster. Mais bon, venant de lui, je pense que ça va être. Il y a de la matière. J'ai bien dit, c'est un chef-d'œuvre. Écoutez-moi, quand je veux le lire, je vais confirmer ce que vous avez dit. Je vais confirmer, parce que voilà. venant de lui,
il n'y a pas de débat. Un roman plein d'enseignements, il faut bien le dire. C'est très intéressant. Oui. C'est très intéressant de voir que le docteur Yam a décidé d'écrire. Oui. Il a décidé. Oui, parce que depuis, il ne voulait pas écrire. Il est comme moi aussi. Depuis, j'ai envie d'écrire. Il a commencé. Peut-être je vais suivre. Vous allez suivre. Voilà. Mais je suis gêné parce que je n'ai pas encore lu. Oui. J'aurais parlé avec beaucoup de On a d'ailleurs plusieurs éditions à faire. Tout à fait. Mais la connaissance, c'est un livre que nous approuvons. Il faut que tous les panafricanistes du monde entier s'approprient. Achète ce livre. Docteur Yam Timba. Mpot Mbo Kimbon. Oui. Il a écrit en Bassa. Donc on comprend ce que ça veut dire. Défendre nos langues. Une des langues bantoues de l'Afrique. Il commence à parler en nos langues. Il prêche par exemple. Ben, docteur Yam, je vais lire et je me ferai le devoir d'être un des meilleurs ambassadeurs de ton livre. Merci. Voilà. Alors, je ne sais pas si nous pouvons déjà entrer en contact avec le général Issa Diawara du côté de Kati au Mali. Est-ce que Issa Diawara est déjà avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonsoir à vous, M. Bachir. Bonsoir au doyen là-bas au plateau. Je salue le président Bandakani, docteur Yann Timba, le président Matumbo qui est là-bas. Je salue tous ceux qui sont en train de suivre Forum Média en ce moment. Moi, je vous reçois un peu bien parce que ça crache un peu. Je pense que les techniciens vont profiter pour régler. En tout cas, je vous salue et merci pour cette invitation. Merci à vous, Général Issa Diawara. Et voilà donc le panel présenté, chers téléspectateurs. Je pense qu'on va directement entrer dans le vif du sujet pour une petite transition. Ensuite, on revient pour parler de la République centrafricaine. Docteur Yam Timba, nous parlons de la RCA, vous y sortez d'ailleurs fraîchement, il faut bien le préciser, après une dizaine de jours durant lesquels vous avez écumé presque tous les plateaux de télévision, en matinée comme en soirée, et avec une thématique qui devenait un peu redondante, mais c'est à dessein, il faut bien le dire. Nous parlions de ce projet de nouvelle constitution en République centrafricaine. Et juste après notre départ, le président a signé un décret nommant donc le collège de personnalités qui va finalement rédiger cela, une cinquantaine avec à la tête l'honorable Évariste Ngamana. Alors maintenant que le comité est sur place, ma question serait de savoir, qu'attendez-vous de ce comité? De faire son travail. C'est-à-dire rédiger une constitution qui restitue le Centrafrique dans ce qu'il est, c'est-à-dire un État. C'est que ce comité crée enfin l'État qui sera l'État de ce peuple-là. J'étais sur le point de dire l'État centrafricain, mais je ne cesse de suggérer subtilement à nos compatriotes centrafricains, sincèrement, de changer le nom de ce pays. De créer, parce qu'il faut une rupture, et la rupture, c'est aussi dans les symboles. Le premier symbole, ce sera certainement celui du nom qu'ils donneront à leur pays. Et c'est tellement intéressant de vivre ces événements, parce que c'est ce que tous les pays d'Afrique auraient dû faire il y a 70 ans. En tout cas, ceux qui ont accédé à l'indépendance à ce moment-là. C'est-à-dire que les fils du pays, à cette époque-là, auraient pu s'asseoir tous ensemble, de manière inclusive, comme on le voit actuellement en Centrafrique. Parce que l'une des caractéristiques de ce comité, c'est de ratisser le plus large possible. C'est d'aller chercher chez des spécialistes de sciences sociales, des anthropologues, des historiens, mais c'est aussi d'aller chercher des responsables de la vie religieuse dans ce pays, c'est d'aller chercher les minorités, c'est d'aller quérir à la représentation nationale, c'est de donner de la place à l'opposition, même à celle qui n'a pas voulu participer au débat quand nous y étions, c'est d'aller prendre l'avis des Centrafricains qui sont hors de Centrafrique pour que tout le monde puisse participer. Et je crois que une telle
une telle concentration d'intelligence, de volonté et de capacité ne peut que nous donner la possibilité d'avoir une vraie constitution, c'est-à-dire finalement une idée précise de ce que les Centrafricains veulent que leur pays soit, une vision politique. Et je crois qu'il faut comprendre derrière que le président a estimé, a très bien vu, et nous sommes contents en cela d'ailleurs, qu'il ait dit la Constitution n'est pas une affaire juridique. La Constitution n'est pas une affaire, si vous voulez, d'entente, simplement de jeu d'intérêt entre les uns et les autres. La Constitution est d'abord une question politique, un débat politique. Parce que les 50 vont discuter et ils vont s'entendre du fait, grâce à l'apport des uns et des autres, sur ce que finalement ils veulent que leur pays soit. Parce qu'en fait, les Centrafricains ne vont pas avoir un simple document qui sort de la tête de quelqu'un d'autre ou qui est rédigé sous la dictée de l'ambassadeur d'un pays étranger qui ne peut s'accommoder de certaines façons de faire et qui aura besoin d'un outil d'administration coloniale et néocoloniale. Mais là, nous aurons un texte qui va dire nous, Centrafricains, voici ce que nous sommes, leur histoire. Nous, Centrafricains, voici nos rêves, nos idéaux, nos attentes, l'anthropologie. Et un document qui va dire le Centrafrique, voici les ressources dont nous disposons et comment nous allons les utiliser pour satisfaire les besoins de tout le monde. D'où les financiers, les géologues, etc. Il y a plusieurs il y a en réalité tout ce que le Centrafrique compte de compétences, de capacités, et même aussi tout ce que le Centrafrique compte de capacités polémiques. Les gens qui sont capables de dire, nous ne sommes pas d'accord, nous on ne veut pas telle chose, on voudrait si... Mais c'est ça qui va enrichir cette constitution, qui sera une grande première dans les pays anciennement colonisés par la France ou qui étaient sous tutelle française. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant et tout ce que nous pouvons attendre d'eux. C'est dans le discours du président, il était dit, tenez compte des us et des coutumes des Centrafricains. Oui. C'était pour leur dire, exprimez dans cette constitution les attentes des Centrafricains. Exprimez dans cette constitution l'idée que nous nous faisons de notre pays et de l'avenir de notre pays. Et je crois que c'est ça qu'on attend de ce comité. Et nous espérons fort bien, puisqu'il est coiffé par un homme politique, que ce sera une constitution profondément, fondamentalement politique, qui va donc dire ce que les Centrafricains attendent de leur pays et ce qu'ils veulent en faire aujourd'hui. Je crois que nous ne devrions pas en douter et c'est ce que nous attendons, mais nous serons vigilants pour leur rappeler cette orientation présidentielle et les attentes du peuple que nous avons rencontré. Mais seulement nous constatons que dans le discours du président, dans la prise de parole des membres du bureau dernièrement, quand ils se sont réunis, dans les réactions qui s'entendent de plus en plus à Bangui et dans les attentes de tous les Africains qui sont tous là, aux aguets, en attente, sous tension, espérant qu'il en sorte ce qui demain montrera la voie à toute l'Afrique, eh bien nous pensons que ces gens-là vont nous rédiger ce qu'il y a de mieux, ce qui peut se faire de mieux en Afrique. Merci à vous, docteur Yamb. Président Mbandakani, alors, on l'a dit, il y a donc plusieurs profils, c'est ce qui pourrait répondre entre guillemets aux attentes de la population. Alors, il est donc question de rédiger ou de réécrire cette constitution en RCA. Comment est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine d'une telle décision? Certains la qualifient de radicale, quand même. Réécrire une constitution, c'est comme réécrire carrément toute son histoire. Quel est le contexte? D'abord, je voudrais faire une précision. Oui. Bon, je vais utiliser un gros mot qui ne veut rien dire. Précision paradigmatique. Juste pour dire une précision de principe. Oui. Les panafricanistes, pour les panafricanistes, aucun pays africain n'a de constitution. Je dis aucun pays africain. Et c'est encore plus grave dans les pays francophones. Il n'y a pas de constitution. Mais comme il y a des situations constitutionnelles, les panafricanistes disent que tant qu'une constitution d'un pays va dans le sens
de consolider l'indépendance du pays et sa souveraineté, va dans le sens de défendre les intérêts du pays. Quand la dynamique constitutionnelle d'un pays va dans le sens, n'est-ce pas, de bien-être des populations, pour plus de souveraineté, plus de démocratie, au sens réel du mot, plus d'indépendance, nous on soutient. Tout à fait. Bien comprendre. Parce que nos ennemis nous guettent. Ils vont dire que vous êtes contre ici, vous êtes pour là-bas. Donc nous, il faut bien clarifier ça pour que ceux qui sont de bonne foi comprennent très bien notre démarche, notre rapport à la Constitution. Donc quand on parle de ce point de vue, il est clair que la réécriture de la Constitution en NCA est une nécessité historique, est une nécessité vitale pour ce pays, à cause de son histoire. De par le passé, la vraie Constitution de la Centrafrique, c'était le chef d'état-major et l'ambassadeur de France. Donc, en tout temps, depuis les années 60, le constituant originaire et dérivé, pour utiliser les mots savants des juristes, c'est l'ambassadeur de France, c'est la France. Donc, la Centrafrique n'a jamais eu le temps de s'asseoir et écrire sa constitution elle-même. Jamais. Jamais elle n'a eu cette occasion. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'un chef d'état-major s'élevait, il déchirait la constitution et s'était proclamé président avec la bénédiction de la France. L'instabilité chronique de l'État centrafricain, et le mot est poli, c'est un État qui jusqu'au président Tandera était un État failli, il n'existait plus. Bon, comment on peut brandir une constitution alors que l'État n'existe pas? Puisque le document fondateur de l'État, c'est la Constitution. Bien sûr. Bon, maintenant, votre État a failli, mais vous avez quand même le courage de brandir les constitutions. L'état d'extrême appauvrissement des populations centrafricaines, qui est dans le monde entier, sont devenus des réfugiés, alors que le pays est parmi les trois pays les plus riches de la Terre, en termes de potentiel, en termes de ressources. Comment on peut expliquer ça? Qu'on ait systématiquement appauvri ce pays et faire basculer les millions de Centrafricains dans une vie infra-humaine. Je dis bien infra-humaine. Le comportement des hommes politiques qui passent toute l'année en France et quelques mois dans leur soi-disant pays qu'ils veulent construire. Tout démontrait que ce pays n'existait pas. Jusqu'à l'arrivée du président Touadéra au pouvoir. Il prend le pouvoir de manière inattendue. Ce n'est pas lui qui... Personne ne l'attend. Alors on nous a dit, mais pourquoi il a traîné? Mais il faut expliquer pourquoi. Le président a prêté serment sur cette constitution. Et une des stipulations de cette constitution, c'est que, et d'ailleurs le jour où il prête serment, la formule consacrée au prêter serment, c'est dit dedans qu'il ne peut pas comment dire ça, modifier la constitution pour allonger son mandat. Son mandat, oui. Donc, le président Touadéra, nous, on faisait du travail de critique, nous on doit critiquer, on n'est pas président. Mais lui, par cohérence avec son serment, ne pouvait pas faire avant. C'est la raison principale pour laquelle il n'a pas engagé ce chantier. Maintenant que c'est pratiquement à la fin de son deuxième mandat, il a décidé de lancer le chantier. Et là, c'est pour ça que les termes sont clairs. C'est la réécriture. Il ne dit pas révision, on ne peut pas dire ça, parce que s'il dit révision, on peut l'accuser de parjure. Il dit bien réécriture. Les raisons sécuritaires n'étaient pas aussi... Je pense que, quand je vous dis que l'État n'existait pas, je pense que ça coule de source. Il n'y avait pas d'État. Quand le président arrive au pouvoir, il trouve 47 Kalachnikov. Voilà l'armement de la Centrafrique. Et 2000 militaires français. Donc l'armée centrafricaine, c'est 2000 militaires français, lourdement armés. C'est pas un pays, c'est même pas une colonie, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Donc c'est un miracle. C'est un miracle. On se demande comment il a fait même pour tenir, pour arriver là où il est arrivé. Tout en respectant la Constitution, parce que la Constitution centrafricaine, en l'État même prévoit que si le pays est attaqué, s'il est en guerre, si les institutions sont menacées, le président le doit de recourir à des coopérations, n'est-ce pas, des accords de coopération pour sauver le pays. Donc, on dit que même avec l'accord avec les Russes, il est dans la logique de la Constitution. Tout à fait. Ouais, donc, c'est un monsieur il est tellement légaliste qu'il ne pose aucun acte qui soit de nature à justifier toute attaque visant à le qualifier de parjure, de trahison, comme les Français on a de faire. Il y a la question sécuritaire est grave. Vous savez que l'armée de l'État centrafricain est sous embargo militaire. Oui. C'est-à-dire que
la France s'est arrangée au niveau de l'ONU, par le biais de la MINUSCA, du moins au niveau de l'administration centrale de la MINUSCA, parce que tous les pays qui donnent les contingents sont pas dans le complot. Donc, c'est arrangé pour combattre ce pays sur l'embargo militaire. Pendant ce temps, les rebelles sont plus armés que l'armée, oui. Il y a un problème. Donc, on ne sait pas par quel génie le président a fait pour obtenir cette diversification des partenariats militaires qui lui a permis de rééquilibrer le rapport de force militaire et par là stabiliser son pouvoir. Parce qu'on rappelle qu'on parle d'au moins 97% du territoire. Tout à fait. Il a stabilisé son territoire et il a remis la Centrafrique dans une perspective de prise en charge, d'autonomie. C'est extraordinaire. C'est un miracle. C'est un miracle. Donc, vous ne pouvez pas lancer une monnaie nationale, fut-elle numérique. On ne peut pas avoir tous les grands projets qu'il a pour son pays, de reconstruction à tous les niveaux. On ne peut pas avoir ce projet d'enrichir tous les Centrafricains en rapport avec le potentiel de leur pays. J'aime connaître les chiffres là. Je n'aime même pas quand il y a les chiffres parce que ça me rend malade. Donc, ces chiffres c'est extraordinaire. Chaque Centrafricain est extrêmement riche. Bon, vous ne pouvez pas réaliser ça, mais si vous n'avez pas de constitution, si vous avez une constitution qui crée 4 présidents à la fois, c'est-à-dire qu'il y a un président élu, maintenant, il y a un premier ministre qui est président de facto, il y a un ministre qui est président de facto, parce que l'article 49 dit que s'il n'est pas d'accord avec le président, il ne signe pas. Donc, c'est une constitution anticonstitutionnelle. C'est la seule constitution qui s'auto-neutralise en créant de facto une situation de conflictualité constitutionnelle. Oui, c'est l'ambassadeur de France qui a organisé ça. C'est la France qui l'a fait, à tous les niveaux. Il n'y a pas seulement l'article 49, partout. Vous allez au niveau de l'article constitutionnel, ce n'est pas un coup constitutionnel, c'est un pouvoir exécutif. Ce n'est pas un coup constitutionnel. Tout ça est fait à dessein pour qu'à tous les niveaux, on puisse bloquer le président. C'est-à-dire, à défaut de créer une crise au niveau gouvernemental, et par exemple, c'est un génie. C'est pas comment il a fait, parce que vous avez une constitution qui vous dit en fait que vous ne pouvez rien faire sans l'avis de votre premier ministre, sans l'avis d'un ministre. Si le premier ministre est d'accord avec vous, un petit ministre peut lever et dire que je ne contresigne pas. Mais du coup, il crée une crise, il vous bloque. Donc, mais ils ont, allez lire le pouvoir de la Cour constitutionnelle. C'est pas un coup constitutionnel, ça. C'est-à-dire que, elle est en plein dans le pouvoir exécutif. Vous comprenez ça? Et vous voyez maintenant que la France est battue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de vouloir opérer un coup d'état scientifique en utilisant justement la Cour constitutionnelle. Alors le problème, il y a des recours. Mais qui présage? Mais nous, on ne doute même pas. Nous, ça sera le miracle si cette Cour fait son travail pour une fois. Vous voyez? Alors le but c'est quoi? Vous voyez comment une Cour constitutionnelle a été préparée organiquement pour créer des crises, pour bloquer le pays, pour trahir même l'esprit de la Constitution. Parce qu'une Constitution quand même, on peut dire n'importe quoi. Une Constitution n'est pas une fin en soi. La finalité d'une Constitution, c'est de rendre un pays heureux. C'est de libérer le pays. Mais le Centrafrique est le seul pays où les constitutionnalistes, qui sont censés être les garants de la constitutionnalité, d'après leur mission, ne sont pas intéressés par la situation de la MINUSCA, par exemple. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle ne s'est jamais siégé et dit que mais c'est quoi cette affaire? Il y a quand même un problème entre votre présence ici et la constitution de ce pays. Il y a un problème. Si dans un pays, le président ne peut pas avoir l'électricité, c'est-à-dire que ceux qui livrent l'électricité au pays, le carburant au pays, disent que la MINUSCA est prioritaire. Donc, si le pays est en danger, la MINUSCA est en mesure de bloquer le fonctionnement du pays et faire un coup d'État. La MINUSCA est en mesure de bloquer le fonctionnement de la mission centrafricaine en la privant simplement des carburants. Et une Cour constitutionnelle n'est pas concernée par ça. Mais il y a un problème. Il y a un problème sérieux, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, je pense que là, la question que nous on se pose, nous, c'est pas de savoir si il fallait régler la Constitution. C'est de savoir quels sont les obstacles qui peuvent s'opposer à ça. Et là, et on voit ce que la France prépare. C'est tellement clair. Les anciens rebelles sont de tout pour dire qu'ils vont marcher ces Bangui. Nous le disons, on a fait une sortie. On va marcher ces Bangui. Il y a des bruits de bottes au nord, à la frontière, avec le Tchad. La France, il y a des recours à la Cour constitutionnelle parce qu'il faut justifier ces rébellions, n'est-ce pas, en leur donnant un mandat de la Cour constitutionnelle. Quand elle va dire que le processus est anticonstitutionnel, eh bien la France va faire ce qu'elle fait au Mali. Elle va se balader dans le monde entier pour dire que
Touadéra c'est un dictateur, vous êtes au pouvoir. Allez, on a un cycle avec l'opposition qui sont annoncées à l'extérieur. Non, ça a déjà commencé. Ça a commencé depuis. Ça a déjà commencé. Voilà. Les activistes. Oui, les activistes. ont été reçus au Quai d'Orsay. Ça a déjà commencé. Donc je pense que notre réflexion, de mon point de vue, doit s'appesantir et voir donc la capacité du président Touadéra à neutraliser cette dynamique qui veut s'opposer à ce projet. Merci, président Bandakani. Président Matomba, je me retourne vers vous certainement pour vous passer la parole en prenant un bout de ce que disait Dr Yambe Timba quand il parlait de ce comité qui est mis en place. Il a dit c'est un comité qui est mis en place de manière inclusive. Mais est-ce que l'absence de l'opposition radicale ne dénature pas un tout petit peu cette inclusivité? Qu'est-ce que vous appelez déjà opposition radicale? Parce que vous savez, il y a des termes et puis des éléments de langage qu'on utilise pour avoir reçu cela comme dogme, si vous voulez. Une opposition, déjà une opposition, qu'est-ce que c'est qu'une opposition? On peut être opposé à la mauvaise gouvernance d'un parti au pouvoir, mais ça ne fait pas de vous des opposants de la nation. Oui. Ça ne fait pas de vous... et puis, les opposants, généralement, sont qualifiés comme ceux qui ne sont pas au pouvoir, peu importe l'idéologie politique que ces derniers revendiquent. Donc, ici, quand on parle d'opposition, je pense que quand on regarde la constitution de ce comité de réécriture de la Constitution, on a tout de suite l'impression que tout le monde y figure, parce que là, à l'intérieur, il y a des opposants. Bon, vous savez, quand vous parlez aujourd'hui d'opposants radicaux, demain vous direz que les politico-militaires n'en font pas partie. Ça encore, c'est un autre nouveau élément de langage qu'on a obligé dans la politique uniquement africaine et peut-être asiatique quelque part, parce qu'il n'y a que dans ces territoires où on retrouve des politico-militaires, c'est-à-dire des gens qui se prévalent d'utiliser des termes. Nous sommes des politico-militaires. Ça veut dire quoi? Soit vous êtes militaire, soit vous êtes politique. À partir du moment où vous êtes militaire, on sait que vous êtes dans vous êtes dans la défense nationale, pas ailleurs. Oui. Mais si vous n'êtes pas dans la défense nationale et que vous tenez des armes, vous n'êtes pas politico-militaire, vous êtes des terroristes. Les concepteurs on ne peut même pas vous appeler des rebelles. Ont quand même diversifié eux-mêmes comme le type d'opposition qu'il y a. Ils disent à l'intérieur, il y a l'opposition démocratique. Bon, je veux dire que ce sont là encore, ce sont des éléments de langage qui ont été utilisés vraiment par ces derniers. Opposition démocratique, opposition pas démocratique, opposition égale opposition, ou ceux qui ne sont pas au pouvoir, point. Alors si, dans l'ensemble, parce que quand on regarde, il y a plusieurs partis de l'opposition qui font partie, ils ont eu pratiquement 4 places, c'est ça? 4 places, et il y a 4 représentants des partis de l'opposition. Comme j'ai vu le parti au pouvoir à 8 places, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire que ceux qui ont décidé de ne pas participer à quelque chose de très important, parce que vous savez, l'histoire retiendra ceci, M. Ladan. On ne parle pas de modification constitutionnelle en République centrafricaine, parce que c'est tellement léger de croire qu'il s'agit d'aller modifier 1 ou 2 articles. Non, il s'agit de réécrire la vie de la Centrafrique, du Centrafrique si vous voulez. Et là, on parle de réécriture ou alors écriture de la loi fondamentale, c'est-à-dire de la Constitution. Vous ne pouvez pas, si vous estimez que vous appartenez à ce pays, vous voulez du bien pour ce pays, vous mettre de côté lorsque un événement majeur comme celui-là se pose. Personne n'a à vous dire qu'allez prendre part. Vous-même, vous devez solliciter. On n'a même pas à vous appeler. Vous devez tout de suite dire, je suis partant, quitte à ce que vous ne soyez pas sélectionné parmi ceux qui doivent s'asseoir. Parce que là, demain, qu'est-ce que ces derniers diront? Qu'ils n'ont pas été conviés. C'est pour cela que la Constitution oblige que si vous avez la double nationalité, vous ne pouvez pas être président de la République. C'est un exemple. Ce n'est pas dire que c'est ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qu'ils diront demain? On parle là de la vie d'une nation. Et puis je vais dire ceci, monsieur Ladan. Vous savez, la Centrafrique, c'est pratiquement 623 000 km². Vous connaissez le budget de la Centrafrique aujourd'hui? On parle de moins de 400 milliards. C'est une insulte. Et je dis toujours, il existe aujourd'hui ce que j'appelle généralement la méthode Touadéra, qui doit être un cas d'école. Voilà un monsieur qui arrive au pouvoir, on veut l'obliger à faire exactement ce que ses prédécesseurs ont fait. C'est-à-dire
qui doivent continuer à gérer une espèce de transition qui n'existe pas, qui doivent gérer des affaires courantes, et pourtant, il a pour obligation d'améliorer les conditions de vie des Centrafricains. C'est son obligation. Les Centrafricains, en lui donnant mandat, se sont dit, on donne mandat à un homme qui a pour obligation d'améliorer nos conditions de vie. Alors, quand il regarde, il se dit déjà, il a une rébellion aux portes de Bangui. À l'intérieur de Bangui, il a des rébellions. Qu'est-ce qu'il trouve dans les casernes militaires? Le président Banda le disait, 47 Kalachnikov, c'est pour défendre qui? Et pourtant, il a pour obligation de protéger les biens et les personnes. Il fait quoi? On lui impose une armée. Il doit pouvoir gérer. Il a 97% du territoire national qui est occupé par, entre parenthèses, des gens qui se disent des rebelles. Mais il doit gérer cela et à procurer du bien-être aux populations, garantir leur sécurité, quand lui-même il n'est pas en sécurité. Et voilà qu'aujourd'hui, il a pu récupérer plus de 97% du territoire par son entre-gens, par sa vision politique, par les relations qu'il peut développer avec X ou Y. Aujourd'hui, il est en possession de 97% de son territoire. Et il est en train d'avancer. Mais il se dit, les missions pour lesquelles le peuple m'a choisi, ça ne s'arrête pas là. Il faudra bien que ce peuple puisse jouir du fruit, n'est-ce pas, de la production nationale. Et l'un des premiers freins à l'indépendance économique, c'est quoi? C'est la monnaie. C'est pas un secret. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bon, allons-y vers quelque chose d'innovant, qui est peut-être très osé, mais qui est quelque chose de salutaire. Il lance la monnaie numérique, le Sango Coin. Mais plus grave, quand il regarde la constitution, il se dit, mais attends, c'est ici que tous les problèmes du pays se trouvent. Parce que comme l'a dit le docteur Yam, les constitutions des pays africains doivent être changées depuis les années 60, 70 pour certaines, et surtout des pays francophones. Parce que lorsque vous lisez ces constitutions, vous avez l'impression que c'est des ennemis de nos différents pays qui ont écrit ces constitutions. Mais en réalité, ce n'est pas seulement une impression, c'est une réalité. Donc il est temps que les peuples s'approprient, n'est-ce pas, de leur loi fondamentale de la Constitution. Et voilà qu'il se dit, le peuple, c'est le peuple qui demande cette fois, c'est pas lui. Parce qu'avec tout ce que nous avons pu voir, on aurait pensé que c'est le président Touadéra qui, dans une manipulation X ou Y, aurait, n'est-ce pas, poussé le peuple à... Mais lorsqu'on a regardé le cheminement, vous avez plus de 700 000 personnes qui ont saisi, n'est-ce pas, le Parlement à travers un député, et ce député qui, lui, a, n'est-ce pas, ouvert le jeu sur la modification constitutionnelle, la modification, pourtant le peuple demandait la réécriture. Plus tard, le président, qui n'est pas sourd, n'est-ce pas, aux appels du peuple, se lance vers cela. Et aujourd'hui, vous avez un comité qui déjà a commencé à travailler. Parce que les débats que nous faisons aujourd'hui, M. Ladan, le travail est en train d'avancer de ce côté-là. Et ils ne perdent pas le temps puisqu'ils ont un pays à construire et vous savez, ils n'ont pas assez de temps. Et la distraction qui voudrait se faire, c'est justement pour perdre le temps à ce comité mis en place par le chef de l'État de travailler. Donc, il faut que les gens évitent cette distraction. Parce que quand je regarde, on va me dire, il y a telle personne, vous avez dit quoi, opposition radicale. C'est quoi opposition radicale? En fait, ils sont opposés à quoi? À leur pays? Mais je vais vous dire une chose, Bachir, et ne perdez pas cela de vue. Cette opposition radicale s'est constituée uniquement pour combattre la réécriture de la Constitution. Et ça, il faut le dire, il faut que vos téléspectateurs le comprennent. Leur bloc, ils l'ont formé, ils ont dit, nous sommes contre toute modification et toute réécriture de la Constitution. Ça veut dire qu'ils préfèrent le statu quo. Ça veut dire qu'ils préfèrent être sous domination. Ça veut dire qu'ils préfèrent que c'est une autre armée qui vient dicter sa loi dans leur pays. Ça veut dire qu'ils préfèrent que le peuple centrafricain immigre, n'est-ce pas, partout, pour essayer de vivre au lieu de vivre dans son territoire. Voilà en fait, et c'est eux que vous appelez l'opposition. Non, c'est pas l'opposition radicale. C'est tout simplement les ennemis. À côté de cette opposition, président Matomba, il y a également un autre corps, pas des moindres, l'église, on va dire quoi, l'église catholique. Madame Siké, également. Madame Siké, j'ai l'habitude d'écouter le parfait. J'ai l'habitude d'écouter parfait, donc vous appelez de princesse. Banda, il dit quoi souvent là? La prêtresse. Vous savez comment est arrivée l'église catholique en Afrique quand même? Vous savez qu'on a réussi à faire croire aux Africains que l'histoire de l'Afrique a commencé avec l'esclavage.
et que c'est la Bible qui est venue sauver les Africains. Et pourtant, les Africains ont toujours eu leur religion avant. Avant l'esclavage, les Africains vivaient, étaient très organisés. Vous savez le rôle que l'Église a joué et joue encore jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que cette Église, je ne veux pas dire que tout le monde dans cette Église, n'est-ce pas, joue ce rôle, mais vous savez particulièrement le rôle que l'Église catholique joue en Afrique. Donc il ne faut pas perdre de vue. Non, c'est des partis politiques. Parce que la décision même de cette Église, lorsque vous regardez l'argumentaire soutenu, présenté, c'est de la politique. Ça n'a rien à voir avec les missions du clergé. Rien du tout. C'est de la politique. Donc n'oubliez pas que c'est des branches politiques qui sont au service de l'impérialisme. Donc il faut à un moment donné dire, écoutez, quand il faut avancer, il faut avancer. Mais parmi les religieux qui ont été convoqués à prendre part, mais plusieurs sont là. Si un seul décline l'offre en disant, écoutez même l'argument, il fallait d'abord consulter tout le peuple pour voir si le peuple était d'accord qu'on puisse avoir l'idée. C'est-à-dire qu'avant l'idée, avoir l'idée, il faut d'abord aller voir le peuple. Donc vous n'êtes pas capable de réfléchir que voilà. Et pourtant, cette idée vient du peuple. Tout à fait. Contradiction. Cette idée vient du peuple. Et l'Église le sait. Donc l'Église aujourd'hui, malheureusement, est utilisée, n'est-ce pas, pour mettre la Centrafrique dans un état, ou alors laisser la Centrafrique dans l'état dans lequel il se trouve. Mais non, aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, en Afrique et en Centrafrique particulièrement, il y a des hommes qui ont dit trop c'est trop. Nous devons avancer. Donc il ne faut pas se laisser entraîner par ces manipulations quand on sait le rôle que l'Église a joué en Afrique et continue de jouer aujourd'hui. Voilà, merci à vous, Président Matomba. On a Issa Diawara également du côté du Mali qui nous attend. Issa Diawara, alors, à la suite des copanélistes ici sur le plateau, quelle est votre grille d'analyse autour justement de cette réécriture de la nouvelle constitution? Le comité est donc déjà en place. Le président Bandakani le disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui pourrait, on pourrait s'interroger peut-être autrement, peut-être pour prévenir, lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup de flèches qui sont lancées contre justement ce projet de réécriture de la nouvelle constitution. Alors vous, à votre niveau, quelle est votre grille d'analyse? Ok, merci. Permettez-moi de saluer mon frère qui me suit régulièrement depuis la ville de Rennes à Paris, M. So et toute sa famille. Ma grille de lecture dans cette histoire, elle est simple. Moi, mon intervention, je vais l'axer sur 3 niveaux. Le premier niveau, à la suite de ce que le président Bandakani a eu à dire, il faudrait voir l'historique des constitutions africaines. C'est-à-dire, à quand date ce que nous appelons constitution? C'est au nom de quoi l'Occident a le droit de faire et de défaire des pays entiers. Donc je pense que la question est d'abord à ce niveau. Et ensuite, deuxièmement, il faudrait voir qui demande en réalité, ou bien en tout cas, qui demande quelles sont les aspirations profondes des différents peuples africains. Et en troisième position, je vais parler sur quoi? Sur la revendication, qu'on va appeler ça. C'est les gens qui s'insurgent contre, en tout cas, l'élaboration ou en tout cas le maintien ou bien le rejet d'une constitution, ou bien contre l'élaboration d'une constitution, pour le cas de la Centrafrique, bien sûr. Donc le premier point historique de cette constitution. Mais voyez-vous, M. Bandakani a le dire, les Occidentaux nous font croire que la constitution, c'est leur œuvre. Mais dois-je rappeler que la première constitution du Mali, ici du Mandé, à l'époque, qui correspond aujourd'hui à peu près à toute l'Afrique de l'Ouest, date bien sûr de 1236. En 1236, la France avait comment rédiger une constitution. Les États-Unis n'avaient pas encore été découverts. Donc beaucoup de ces pays européens vivaient encore dans la barbarie totale. Et en ce moment, l'Afrique avait déjà une constitution. Nous étions déjà en avance, nous étions déjà bien civilisés. Donc, venez nous endormir avec ces papiers, ces torchons de ce qu'ils appellent la constitution, moi je ne comprends pas. Cette constitution, elle est faite pour des peuples ou bien elle est faite contre des peuples? À qui profitent les constitutions africaines? C'est la question qu'il faut se poser. C'est ce qui me conduit au deuxième point de mon intervention. Je dis, mais que demandent les peuples d'Afrique? Quelles sont les aspirations profondes
de chaque peuple d'Afrique. Mais tous les peuples rêvent du bonheur. Tous les peuples veulent vivre bien. Allez demander aux Libyens aujourd'hui s'ils regrettent l'assassinat du colonel Kadhafi ou pas. Allez demander aux Libyens si les 40 ans du régime de Kadhafi étaient bénéfiques ou pas. Demandez aux Libyens ce qu'ils ont gagné avec cette démocratie occidentale. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? La guerre, la famine, les trafics d'humains, la pauvreté, la misère. Qu'est-ce qu'ils ont gagné d'autre? Longtemps, peut-être les Occidentaux n'aiment pas diffuser certains documentaires. Sinon, beaucoup de Libyens aujourd'hui, certains sondages, jusqu'à plus de 80% des Libyens, montrent bien sûr qu'ils sont nostalgiques de l'ancien régime. Et ce n'est pas ça, ils n'avaient pas opté pour cela. Parce que l'Occident même qui veut nous vendre sa démocratie. Mais comment vivent les pays occidentaux? Mais ça ne va pas là-bas, ils ont des gilets jaunes, ils ont tout le monde. Et c'est ce que nous, on veut ici. L'Occident veut nous faire partager sa misère. Après nous avoir appauvris, volé tout de l'Afrique, encore l'Occident veut encore, en tout cas, les souffrances que l'Occident a là-bas, il faut répandre ça ici en Afrique. Il faut partager. Quand ils sont malades, ça doit être une maladie mondiale. Quand ils ont une guerre, ça doit être une guerre mondiale. Quand ils ont un problème social, ça doit être un problème social mondial. Quand ils ont une journée de femmes, ça doit être une journée de femmes mondiale. Comme si nous, on n'a pas existé avant eux. Le troisième point de mon intervention, c'est dire, regardez qui réclame, en tout cas, qui dit non à ces changements constitutionnels au niveau, en tout cas, de la Centrafrique. Ce n'est même pas un changement de constitution, il s'agit de l'élaboration d'une nouvelle constitution, comme c'est le cas au Mali. Parce que n'oubliez pas, au Mali aussi, nous sommes sur la rédaction d'un nouveau projet, d'une nouvelle constitution. Qui s'oppose en Centrafrique? Ce ne sont pas les partis politiques qui sont parrainés par la France pour savoir si ces gens-là, pour savoir que ceux qui s'opposent là, à l'élaboration de cette constitution, pour savoir s'ils sont patriotes ou bien s'ils sont des Français de Centrafrique, mettez-les à l'épreuve. Dites-leur de critiquer la France une seule fois, s'ils peuvent. Je vous mets au défi. Monsieur Bachir, allez-y. Vous avez des contacts en Centrafrique sans doute. Dites aux partis politiques de critiquer la politique française. Dites aux politiciens français de dire haut et fort que les rebelles n'étaient forts que parce que la France était là. Dites aux politiciens français de dire que si les Centrafricains ont connu tous ces massacres, s'ils ont été divisés par cette histoire de religion et autres, que c'est parce que les Français étaient là, ils étaient en train de manipuler tout le monde. Que les anti-Balaka et autres, là, tout ça, c'est la création de la France. C'est le cas et autres. Dites-les qu'ils osent critiquer la France, mais quelqu'un qui ne peut pas critiquer l'ennemi de son pays, est-ce que lui, il est pour son pays? Mais ils ne sont pas pour le pays. Moi, j'en veux même au président Touadéra d'avoir laissé ces gens-là. Il faut leur retirer tous les droits d'exercer, de faire la politique, parce qu'ils sont alliés à l'ennemi. Vous savez, en Afrique, là, on ne joue plus au double jeu. Les choses sont claires. Soit tu es avec l'Afrique, ou tu es avec la France. Tu ne peux pas être avec les deux. Parce que qui avec la France travaille contre l'Afrique? Qui avec l'Afrique travaille pour l'Afrique et contre les intérêts occidentaux? Parce que la pauvreté de l'Afrique, c'est la richesse de l'Occident. La richesse et la pauvreté de l'Occident, c'est la richesse de l'Afrique. Voici, en tout cas, nous n'avons que ces deux options sur la table et chacun doit choisir son camp. Donc il n'y a pas de camp intermédiaire, ce sont les deux camps qui sont précis, ce sont les deux camps qui sont fixés. Chacun doit se préciser, chacun doit clarifier sa position. Merci. Diawara, eh bien je crois qu'on va juste un peu repositionner, Général Diawara, on va repositionner un peu votre caméra, il y a le contre-jour qui nous revient, ça va se faire certainement à la prochaine prise de parole. Et pendant ce temps, Dr Yambe Timba, au vu des voix aussi petites qu'elles soient, qui s'élèvent aujourd'hui pour essayer de, j'allais dire, de s'opposer à la rédaction de cette nouvelle constitution, est-ce qu'on court le risque d'aller vers une nouvelle crise politique en RCA? Commençons par savoir pourquoi on rédige une constitution de manière générale. Ensuite, pourquoi certains pourraient s'y opposer dans le cas spécifique du Centrafrique. Oui. Et là, nous saurons certainement si nous allons vers une nouvelle, s'il y a un risque de crise.
politique en RCA. On rédige une constitution pour une raison simple. Organiser une société pour qu'elle réponde aux besoins premiers de tous les hommes et de toute société, qui sont essentiellement les besoins de satisfaire les besoins de tout le monde. Parce que quand on se retrouve et qu'on veut constituer une société, en fait, il se pose un problème de fond. Le premier problème n'est pas un problème de justice, n'est pas un problème d'élection, n'est pas un problème lié à la défense de notre territoire. Le premier problème, c'est d'abord qu'est-ce qu'on va manger, comment on va boire, est-ce qu'on aura de quoi boire, est-ce qu'on va pouvoir se maintenir en santé, est-ce qu'on pourra s'éduquer, est-ce qu'on pourra se couvrir, se protéger des intempéries. Ça, c'est les problèmes fondamentaux. Et on rédige une constitution pour s'assurer d'organiser la société de telle sorte que ces besoins puissent être satisfaits. Voilà pourquoi on rédige une société. Je ne voudrais pas que vous perdiez le fil. C'est au nom de ces 5 besoins que vous avez cités que justement les opposants à cette constitution s'expriment. Ils disent que la priorité est justement à cela plutôt qu'à la rédaction du nouveau. J'y arrive. Oui. Le problème, c'est que si vous n'organisez pas la société, vous n'allez pas satisfaire ses besoins. Ce n'est pas une question de priorité. Tout ce que vous parlez de priorité sont dans ce qu'on appelle la dimension de l'incommensurabilité. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent des termes et ont une attitude sans commune mesure avec le vrai problème. Et donc, par effet logique, ils sont dans le faux. Après, il peut faire de la politique et de la propagande. Moi, je fais une analyse logique qui est purement scientifique et ça s'appelle de l'incommensurabilité. Donc, vous avez des termes qui sont sans commune mesure avec le problème. Le problème du Centrafrique n'est pas une question de priorité, c'est une question de construction, c'est une question d'organisation. Vous n'allez pas, pour que vous fassiez une route, et puis dans le cas d'espèce, on va les aider un peu. Si le président dit... je décrète, je dis n'importe quoi. Nous décrétons que l'avenue des martyrs, on va la réhabiliter. Le problème auquel le président est confronté, c'est qu'il faut que le Premier ministre co-signe cette affaire. Que le ministre en charge de cette affaire, des routes, co-signe cette affaire. Mais il pourrait y avoir également un autre problème, peut-être qu'il faut démanteler le réseau électrique. Donc le ministre en charge de cette affaire doit co-signer. Il est fort possible que cela relève également du développement urbain. Ah, il faut que ce ministre-là aussi, il co-signe parce que sinon ça ne marchera pas. Et au bout du compte, la Cour constitutionnelle peut dire votre affaire là, elle est anticonstitutionnelle. Elle n'a même pas à se justifier. Il va dire, quelqu'un va se lever le matin, déposer une requête disant est-ce que le président doit faire ça, et puis à midi, la Cour constitutionnelle va dire c'est pas constitutionnel du tout. On fait quoi? On continue à marcher dans la boue? La question de fond n'est pas de savoir si, disons, le problème le plus urgent ou prioritaire n'existe pas à ce moment-là. Ce qui existe, c'est est-ce qu'on a la capacité de faire transiter un camion qui transporte du macabo pour que les gens mangent. Voilà le problème de fond du peuple. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de commencer à faire du juridisme autour de tout cela, ou alors à commencer à faire de l'esprit en utilisant des mots tels que la priorité. Non, il s'agit de dire, quand vous aurez fini de dire la priorité, ou que vous aurez fini de dire tout ce que vous avez à dire, est-ce qu'à la fin de la journée, les Centrafricains ont mangé? Est-ce que les camions, ou les motos, ou je sais pas moi, les pick-up qui devaient traverser l'avenue des Martyrs, où il y a des nids d'éléphants, vous avez des trous maintenant qui ont 2 mètres, supposons que ce soit le cas, dans notre hypothèse, ces voitures ne peuvent pas passer parce que la route est impraticable. À la fin de la journée, est-ce que les Centrafricains ont mangé? En fait, il faut que la Constitution, c'est à ça qu'elle sert. Elle sert à organiser la société pour qu'elle puisse satisfaire les besoins de ses membres. Voilà à quoi elle sert. Elle ne sert pas à 1000 choses. Et, sauf que les besoins, pour qu'on puisse les satisfaire, il faut qu'on puisse identifier et sécuriser les ressources dont on dispose et qui vont être utilisées pour la satisfaction de ces besoins. Mais il faut organiser également la sécurisation de ces ressources-là. Voilà la raison pour laquelle, au bout du compte, vous comprenez qu'il peut y avoir des pour et des contre. Parce qu'en réalité, la question de fond de toute cette agitation que vous voyez là, c'est le contrôle des ressources. C'est tout. Les ressources qui sont à la fois des ressources naturelles, mais également des ressources humaines.
Donc, tous ces gens qui, tout le groupe, tout le leadership aujourd'hui qui veut rédiger une constitution, parce qu'enfin, je crois que tout à l'heure, le président Matomba qui parlait de narratif, en réalité, par dépit, on se dit oui, acceptons, les gens disent comme ça, réécrire une constitution, mais il n'y en avait déjà pas. Dans nos pays, quand on veut être gentil, on dit que les constitutions existent, ça n'existe pas. Dans le livre là dont vous parliez tout à l'heure, que je viens de publier, il y a une partie qui parle des constitutions et particulièrement analyse la constitution camerounaise. Ce n'est pas une constitution, quelque chose qui vous nie l'initiative historique, qui vous nie la capacité politique. Alors, lorsque vous avez pire, la plupart de ces constitutions qui sont des documents d'administration coloniale ou néocoloniale, vous ne les appelez pas constitutions. Parce que quand vous les prenez, rien ne vous dit là-dedans comment est-ce que le Macabo va partir d'un coin du pays à un autre. Rien ne vous dit ça. Après, les gens vont toujours vous dire, mais attention, c'est le droit constitutionnel, on n'a pas à parler de ces choses. Non, nous ne sommes pas obligés de faire les choses comme les autres. Nous pouvons faire les choses comme nous les avons toujours faites. Bodassé, il parlait de la constitution du Mandé. Diawara parlait de la constitution du Mandé. Il y en a beaucoup plus. Il y a des choses qui sont écrites bien avant cela, dans l'Égypte antique, dans la Nubie, bien avant l'Égypte antique même, dans la Nubie ancienne, qui organisait l'État, qui organisait la vie publique. Et donc, en réalité, lorsque vous reprenez le contexte du Centrafrique, qui est un État néocolonial, vous comprenez pourquoi les gens s'agitent autour de cette constitution et qu'on met même en péril l'existence du pays. Parce qu'il s'agit en fait de bloquer, de continuer à bloquer le Centrafrique pour que le leadership politique actuel ne permette pas aux Centrafricains de réussir. Lorsque nous parlons des ressources, il faut donner les chiffres. Je suis désolé, mais en fait, c'est une interpellation. En réalité, c'est sa façon à lui de me dire, n'arrête pas, rappelle ces chiffres pour que les choses soient bien claires pour tout le monde. Quand le président Badakadi dit, mais ces chiffres lui donnent les mots de tête. Effectivement, ça donne les mots de tête. Mais de quoi parlons-nous? Nous parlons du contrôle d'un pays dont 16% qui est exploré aujourd'hui a permis d'établir qu'il y a, je dis 16%, sur 623 000 km². C'est-à-dire qu'on est à moins, à peine, à un peu moins de à peu près 100 000 km² sur les 600 000, un peu moins. Sur les 100 000 km² déjà prospectés au jour d'aujourd'hui, on a une fortune, on a une richesse potentielle de 1 800 000 milliards de francs CFA, 3 000 milliards de dollars. Je vous rappelle que 3 000 milliards de dollars, c'est plus important que les 2 800 milliards du PIB de la France qui fait souffrir les Centrafricains. C'est beaucoup plus. Ce qui fait que, potentiellement, chacun des 6 millions de Centrafricains a un patrimoine de 300 millions de francs CFA. Seulement sur les 16%. Seulement 16% du territoire. Ça veut dire que si nous faisons une extrapolation et qu'on se dit que 16%, on va multiplier par 6 pour faire les 100%, à peu près un peu moins de 6, donc chaque Centrafricain potentiellement, là, il a 2 milliards. Mais si on essaie d'imaginer l'industrialisation sur la base des promesses électorales du président, il faudrait multiplier ça par entre 20 et 30. Donc chaque Centrafricain, potentiellement, a une fortune comprise tout simplement entre 6 et 15 milliards de francs CFA. Oui. Potentiellement. Donc c'est en réalité le pays le plus riche dans le monde. C'est le pays où les habitants, il n'est pas seulement riche parce qu'il est où les habitants sont les plus riches dans le monde. C'est ça le vrai enjeu. Et c'est cet enjeu qui crée tout ce que vous voyez, tout le remue-ménage que vous voyez autour de cette constitution, c'est ça. Et il y a un groupe, le leadership politique actuel, qui veut sécuriser ça, protéger ça, organiser ça pour que les Centrafricains, et ils l'ont dit eux-mêmes, et les Africains puissent en bénéficier parce que le président veut faire de la Centrafrique une puissance. Et l'Afrique doit redevenir une puissance dans tous les aspects, dans tous les sens du terme. En fait, eux, ils veulent protéger ça. Et de l'autre côté, il y en a qui pensent que c'est leur chasse gardée et ils aimeraient continuer à avoir la même mise dessus. Voilà le fond du problème. Tout le remue-ménage là, voilà le fond du problème, c'est le contrôle des ressources du Centrafrique. En complicité avec des personnes externes, puisqu'on voit justement, et internes, lorsqu'on s'en tient en réalité, aux oppositions, justement. Les oppositions, non. Vous savez, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que nous commencions à arrêter tous nos frères, on coupe leur tête. Non, il ne faut pas faire ça. Quand on dit
qu'il y a eu la Shoah en Europe, personne n'a parlé jamais de quelle complicité il y a eu pour que la Shoah se fasse. On condamne purement et simplement ceux qui l'ont conçu, point. Ce que nous avons à faire là, c'est condamner ceux qui ont conçu le système dans lequel le Centrafrique se trouve. Est-ce qu'il y a des complicités internes? Ça va apporter quoi de couper la tête de Delogele si lui n'est pas d'accord? Ça apporte quoi? Après, nous allons devoir élever ses enfants s'il n'est plus là. Bien sûr. Parce que sont nos neveux. Oui. Vous comprenez? Or, il y a des types qui ont conçu le système, qui l'ont mis en place et qui instrumentalisent notre propre frère, et ils veulent quand même que nous condamnions notre frère. Je refuse ça. Je ne condamne pas mes frères pour des choses qu'ils n'ont pas conçues. Quand ils vont concevoir leurs choses, nous leur dirons, messieurs, vous avez conçu cette affaire, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Mais comme ça a été conçu par d'autres, nous n'allons pas du tout parler de nos frères là-dedans, parce que c'est ce qu'ils veulent justement. Nous opposer les uns et les autres, anti-Balaka contre Sénéka, zéro, n'acceptons pas ça. Et la constitution qui s'écrit en ce moment veut justement que cela ne se produise plus jamais. C'est une constitution qui à la fois permet aux Centrafricains de contrôler leurs ressources, d'avoir le plein pouvoir sur leurs ressources, le plein contrôle de leurs ressources par eux-mêmes, et qui leur permet d'installer la paix entre eux. Or, si les Centrafricains, j'espère qu'ils ne s'appelleront peut-être plus comme ça, mais si les Centrafricains sont en paix entre eux, personne ne peut les voler. Personne ne les volera. C'est exactement, allons à un niveau plus élevé. L'année dernière, ce continent a exporté 33 milliards de tonnes de matières premières, qui aurait dû rapporter 33 000 milliards de dollars à ce continent, l'Afrique. 2 fois le PIB de l'Union européenne à peu près. Vous imaginez bien que ça a été possible parce que les Africains ne s'entendent pas. Parce qu'ils ne sont pas, sont pas unis. Mais imaginez qu'ils formaient un seul État. Vous croyez qu'ils auraient perdu 33 000 milliards de dollars puisque de toute façon, ils n'ont pas vu où l'argent est passé. Parce que leur PIB n'a été que de 6 700 milliards. Donc, en fait, il ne faut pas du tout. D'abord, ne cédons pas, et vraiment, nous supplions les autorités centrafricaines, d'ailleurs, qui ne le font que ça, puisqu'ils invitent ces gens à venir discuter. Et c'est parfois d'autres personnes qui leur disent, mais comment on peut inviter des types? Ben, là, on a entendu le général Diawara dire, mais bon, il y a quand même des doutes à émettre là-dessus. Non, eux, ils disent, ils sont centrafricains, parce que ce ne sont pas eux qui ont conçu le système qui détruit notre pays, ils ont le droit à la parole, ils ont une place autour de la table. Et parce que nous avons intérêt à être en paix avec eux, parce que s'ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est nous qui allons élever leurs enfants, protéger leurs veuves, leurs épouses, alors ils ont une place autour de la table. Parce que nous devons construire la paix ensemble, et je crois que c'est l'attitude du président Touadéra depuis qu'il est au pouvoir. Nous devons construire la paix ensemble. Donc, en fait, ceux qui sont là, j'en vous dis, ils ont rien à risque de crise politique. La seule crise politique qu'il y aura viendra non pas parce que les Centrafricains seraient responsables ou je ne sais pas moi coupables, viendrait du fait que ceux qui veulent le statu quo actuel, parce que c'est eux qui l'ont conçu, ne voudront pas que le Centrafrique fasse le saut quantique qu'il est en train de faire. Merci à vous, Dr Yam. Président Mbandakani. Alors finalement, au-delà de tous ces enjeux que nous avons énumérés, il y a également l'autre enjeu, l'unité justement entre les Centrafricains pour qu'un tel projet puisse prospérer, ce projet d'envergure. Mais est-ce que l'on ne saurait faire fi justement de tous ces aspects-là? On a énuméré tout à l'heure les religieux, l'opposition. Est-ce que tout de même on peut rester serein quant à la bonne marche, justement, la suite de ce projet de réécriture de la Constitution? Les conditions historiques de l'Afrique depuis peut-être 6 siècles, bientôt 6 siècles, font que ce type d'utopisme, d'utopie, à savoir les unités à tout prix, relève de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous allez faire comment pour empêcher les gens d'avoir leurs intérêts et de les défendre? On ne peut pas. On ne peut pas. Même quand l'intérêt national est quand même mis en jeu. Oui. La question stratégique que cela pose, c'est le fait que les puissances étrangères prennent en charge. Prennent en charge les intérêts qui, à un moment donné, se mettent au-dessus de l'intérêt général. C'est ça le problème que nous avons. Mais ça, il a dit, c'est un problème stratégique. Ce n'est pas un problème de faire la religion de l'unité, de faire la sorcellerie. C'est ça qu'il s'agit. Parce que le débat n'est pas là.
par quelle magie Touadéra va amener ce qu'on appelle l'opposition démocratique à suivre son projet? Radical, voulez-vous dire? Radical. Ils sont radicaux en quoi? Comme dans le président demandé. Ils sont radicaux en quoi? Bon, ils sont des radicaux dans la vente du pays à l'étranger. Ils sont des radicaux dans la trahison. Ils sont allés au bout de la forfaiture. Oui, en ça, c'est l'opposition radicale, oui. Oui. Mais vous les voyez, ils ne vont pas dire ça. Hein. Ils vont dire qu'ils sont l'opposition démocratique. Ça fait rire. Ça fait rire. La démocratie, c'est une prostituée qui s'offre à tous les amants. Donc, c'est une question stratégique. La question est de savoir comment le président Touadéra aborde la question de manière stratégique. Et quand on voit comment il procède, ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On fait tout semblant de ça. En Afrique, les États, malgré leur tard, un État, quand même, est l'expression, à un moment donné, de la société. Oui. Sous réserve de tout l'État, je l'ai dit. C'est-à-dire, je veux dire qu'actuellement, on fait comme si le président Touadéra et l'État centrafricain, je ne sais pas, sortaient d'une planète et qu'on est venu greffer ça subitement là, sur la Centrafrique. Non. Touadéra, le président Touadéra, son niveau au pouvoir, c'est un long processus historique en Centrafrique. C'est la continuité d'un vaste mouvement historique centrafricain qui part depuis les Carinou, les patriotes centrafricains, les Abel Mumba, les Boganda. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'un tel mouvement historique, ça ne vaut rien? Ça ne vaut rien? Est-ce que De Gaulle, par exemple, si on parle de ce voyou-là, est-ce que De Gaulle n'a pas été reconnu comme le leader de la France parce qu'il y avait ceux qui ne voulaient pas de lui? Quand De Gaulle entre en France, à Paris, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que la majorité en tant que telle? Est-ce qu'il n'y a pas des opposants? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fusillé. C'est ça veut dire? Il est fusillé. C'est ça la vérité historique. Il est fusillé. Donc, chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on nous ramène toujours des clichés qui n'ont pas de sens et nous on tombe dedans. Oh, le consensus. Tout le monde ne sera jamais d'accord. Oui, parce que de manière structurelle, depuis 6 siècles, et si on prend la référence de 6 siècles, il n'est pas possible que tous les Africains soient d'accord sur quelque chose. C'est impossible. Oui. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas eu l'esclavage, il n'y a pas eu la colonisation, il n'y a pas le néocolonialisme. C'est bon. Ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire quoi cette affaire-là? Dans les pays africains, il y a un aspect qu'on met toujours de côté. On nous dit, est-ce que vous êtes unis? Mais en même temps, quand il s'agit de parler de l'économie, on ne dit jamais ça. Parce que quand on regarde l'économie des pays africains, qui contrôle cette économie? Vous avez dans nos continents la prépondérance des multinationales. Le mot prépondérance est très poli. C'est-à-dire qu'ils ont confisqué notre sol, notre sous-sol. Ils ont confisqué toutes nos ressources, ils les dominent. Pourquoi là-bas on va pas le consensus? Pourquoi jamais on demande aux multinationales avant de s'installer de faire le consensus? Justement, quand ça arrive, elle s'attribue des contrats lyonnais, des marchés captifs, à l'insu de tout le monde. Ce sont des secrets d'État. Même les parlements africains sont interdits de débattre des contrats. Comme si on avait une multinationale. Pourquoi on ne met pas sur la place publique? Pourquoi? Est-ce que quand une multinationale va piller les rails d'un pays, on va piller le port d'un pays, c'est pas un bien national? Pourquoi à ce moment-là, on dit pas non, il faut le consensus autour de la concession? Pourquoi à ce moment-là, on dit pas que non, il faut que le Parlement, les Camerounais soient d'accord? Mais quand chaque fois qu'un dirigeant progressiste arrive en Afrique, chaque fois qu'un patriote africain prend le pouvoir, on lui sort la théorie de l'unité à tout prix. C'est-à-dire qu'il veut que le dernier élément de la population soit d'accord. Sinon on dit que ce n'est pas légitime, tel n'est pas d'accord. Non. Non. Ils se sont mis, ils ont choisi leur camp. Qui reste là-bas? Qui reste là-bas? Le débat n'est pas à ce niveau. La question est de savoir quels intérêts ils servent. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut dire en Afrique qui ne connaît pas les intérêts que servent l'opposition pour les gens démocratiques centrafricains? Qui peut dire ça? Qui ne connaît pas Dologuele? Qui ne connaît pas Ziguele? Qui ne connaît pas Mekassoua? Qui ne connaît pas Nicolas Changaï? Qui ne les connaît pas tous ces gens-là? On les connaît, non? Est-ce que c'est des éléments? Ce sont des Parisiens. Non, ce sont des Français. Justement, lorsqu'on connaît la capacité de nuisance quand même d'un État comme la France, est-ce que ce n'est pas un élément important à prendre en considération? Il ne faut pas en considération, pas dans le sens de dire qu'il n'y a pas de consensus. Oui. Il ne faut pas en considération. Tout à l'heure, dans ma première intervention, je l'ai fait. Oui. En disant que le débat aujourd'hui, c'est de savoir les capacités que le pouvoir centrafricain s'est donné pour contrecarrer, n'est-ce pas, la guerre que la France mène à la Centrafrique. C'est de cela qu'il s'agit. Dans la guerre que la France mène contre la Centrafrique, ce que vous appelez l'opposition démocratique, c'est un bataillon de guerre. C'est un régiment de guerre. Mais on appelle ça parti politique, non, c'est un régiment de guerre.
À la différence qu'ils n'ont pas de fusil, mais ils ont le type de fusil, à savoir jouer les nègres de service. Jouer les traîtres, c'est de cela qu'il s'agit. Donc pour moi, ils ne sont même pas des Centrafricains. Ce sont des Français. Un détachement en Centrafrique pour promouvoir les intérêts français, pour servir de cheval de Troie, pour servir de cache-sexe, c'est la France. On ne parle pas de l'opposition démocratique en Centrafrique comme ce n'était sur un média mainstream français. Non, on ne peut pas faire ça. Laissons de ce discours-là. Mais nous, on ne peut pas parler comme ça. Ce sont des Français, donc c'est l'opposition française contre Touadéra. C'est cela que ça dit. Et c'est clair et c'est net. Tous ces gens-là, je vous dis, mais allez voir leur généalogie historique sur le plan politique. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. En Centrafrique, il y a deux camps qui s'opposent. Oui. Il y a le camp de ceux qui estiment que la Centrafrique ou le Centrafrique est une propriété des Centrafricains. Et qu'avant de profiter à quiconque, doit d'abord profiter aux Centrafricains. Les Centrafricains doivent d'abord être les bénéficiaires des richesses de leur pays avant quiconque. Cette tradition dit que pour réaliser ça, le pays doit être indépendant, le pays doit être souverain, il doit être en mesure de décider lui-même quel cap, quelle direction il se fixe. C'est la tradition de Karinou, de Boganda, de Ngumba, de Touadéra. De l'autre côté, l'autre tradition politique qui estime que les richesses de Centrafrique doivent profiter à l'étranger, pourvu que l'étranger les donne des miettes. Même si le Centrafrique venait à disparaître, a été balkanisé, a été émietté en provinces qui s'opposent dans aux autres, tant qu'on a garanti leurs intérêts, il n'y a pas de problème. Pourquoi Maniela? Ils ne sont pas des Centrafricains. Un Centrafricain, ce n'est pas une personne qui habite en Centrafrique ou qui est née là-bas. C'est dépassé ça. Mais c'est quelqu'un qui a compris la vocation de son pays et est prêt à mourir pour ça. Comme en France, comme ailleurs. Est-ce le cas de ces gens? Donc, quand vous avez deux traditions historiques qui s'affrontent, vous voulez parler de consensus comment? Quelles sont les bases du consensus? Vous demandez que consensus veut dire quoi? Que les Centrafricains, patriotes qui considèrent que voici le sort de notre pays, voici sa vocation, et quand même, il n'y a pas quand même deux Centrafriques. Il y a une seule Centrafrique, il y a la France, il y a ailleurs. Pourquoi les gens ont leur pays, ils protègent leur pays, et en nous on demande de brader nos pays? Est-ce qu'on dit aux Français de brader leur pays à l'étranger? Est-ce qu'on dit aux Américains de brader leur pays à l'étranger? Mais pourquoi en Centrafrique, on veut déjà, ok, consensus. Dites-moi, quels sont les termes de consensus qu'il y aura entre ces deux traditions? Dites-moi. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un consensus en disant que, bon, ok, je renonce au patriotisme? C'est ça, docteur Yann? Je renonce au patriotisme parce que, bon, ok, il faut que je fasse plaisir à un anti-patriote. Je renonce au patriotisme, je fais un bémol sur l'amour du pays, je garde ça de côté et je fais plaisir à quelqu'un pour le consensus. Mais si vous faites ça, celui qui n'aime pas le pays, mais vous lui avez donné le pays. Vous avez donné le pays. On construit ça comment? Comment on construit ça? Alors, le consensus qu'on peut faire dans un pays, c'est que les gens, n'est-ce pas, soient d'accord sur le fait qu'un pays sert au moins à rendre heureux ses populations. Ça, c'est le minimum. Un pays, ça sert au moins à ce que ses ressources soient orientées vers la satisfaction des besoins de ce pays. Je dis que ça, c'est le minimum. Tout consensus a ce qu'on appelle les termes du consensus. Si on n'a pas la mesure de poser les termes du consensus sur la table, c'est de la fémania. C'est ce que je voulais dire. Vous comprenez? On doit être à la mesure de quand on dit consensus, on dit ok, voici les termes du consensus. Et on le connaît de mettre ça sur la table. Mais quand on passe par derrière, alors, il faut qu'on dise aux Centrafricains que par exemple que les accords, c'est que la coopération disait qu'à partir de 5 km, leur pays ne t'appartient pas. Mais eux, pourraient le mettre ça sur la table. Et qu'on discute. Et que les Centrafricains savent que bon, parmi les éléments du consensus qu'on veut, il y a ça. Comment c'est le fait que les Français estiment que Paris ne suffit pas et que la Centrafrique est la propriété. Mais comment ça sur la table? Mais personne n'aura faire ça. C'est ce que je veux dire, docteur Yam, quand il dit que les termes du consensus, ça ne veut rien dire. Quand on va mettre sur la table les termes du consensus, toute négociation a des termes. Il n'y a pas de négociation qui tombe en l'air. Quand on va négocier, on dit que voici les termes de la négociation. Les sages s'asseyent, ils savent comment ils vont décliner ces termes-là dans une discussion. Mais si à partir du moment où il n'y a pas de termes de la négociation, ou en face un camp dicte sa loi par la violence, par la force, par toutes sortes de mensonges et tout, il n'y a pas de consensus. Donc, je suis pour dire quoi? C'est-à-dire qu'actuellement, personne n'a fait autant de concessions que le président Touadéra. Quand tu vas discuter avec ce que Matou appelle les plus politico-rebelles,
politico-militaire, c'est le concept qu'ils ont inventé. N'a-t-il pas tendu la main à la France? Ce président a fait une interview, il a dit, il a allé vers les Français plusieurs fois. C'est le mépris qu'on lui a opposé. Même pour prendre en charge des ressources, de manière partagée, c'est le mépris qu'on lui a opposé. Il a tendu la main. Il a tellement cherché la voie que bon, il allait étudier, il a vu que bon, ok. Comme dans la convention monétaire, on n'a pas parlé de la crypto-monnaie. Ok, je lance une monnaie numérique. L'exclusivité monétaire, je lance une monnaie numérique. Toi, la BIAC, tu as l'exclusivité sur la monnaie fiduciaire, la monnaie qui existe là. Bon, vous n'avez jamais parlé de monnaie numérique. Je me lance dedans. Même ça, on le traque là-bas. On dit que c'est interdit. On dit que c'est un crime. On veut faire la guerre pour ça. Mais c'est quoi? Nous avons le droit quand même sur certains résister, non? Bien sûr. Merci, Président Bandakani. Président Matomba, alors je rappelle à nos appelants qui essayent déjà de nous joindre, on finit le tour de table et on revient à vous. Nous avons donc le Président Matomba et le Général Issa Diawara avant de revenir vers nos appelants. Président Matomba, la Cour constitutionnelle, elle est en train d'examiner en ce moment même les différents recours contre la formation de ce comité de rédaction. Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans un scénario où elle annule le décret du président? Il faut dire que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, ou alors les acteurs qui forment cette Cour-là, le malheur voudrait qu'ils sachent qu'il est resté 2 mois de fonction et que aujourd'hui ils peuvent se permettre de tout. Sauf qu'ils ont aussi un rôle primordial à jouer dans la réécriture de l'histoire de la Centrafrique. Et c'est à ce niveau qu'ils sont véritablement attendus. Parce que, en fait, une volonté populaire, quelque chose qui viendrait du peuple, et personne n'est au-dessus, pas la Cour constitutionnelle, même pas le président qui soit au-dessus. Et le peuple veut réécrire son histoire, la Cour constitutionnelle doit se prononcer pour dire non, nous ne voulons pas. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, les acteurs, n'est-ce pas, de cette Cour doivent aujourd'hui entrer dans l'histoire et savoir que ils ont un rôle primordial à jouer. Je vais revenir sur un aspect, Monsieur Ladan. Lorsqu'on a parlé de l'Église tout à l'heure, vous vous rappelez du discours de Renken, le ministre belge aux colonies, lorsqu'il disait, n'est-ce pas, aux pasteurs et prêtres que vous êtes en mission. Vous êtes en mission, non pas pour prêcher uniquement, mais pour servir les intérêts de la grande métropole. Vous savez ce que ça veut dire? C'est jusqu'aujourd'hui, ça se vérifie, n'est-ce pas, dans cette église-là. C'est pour cette raison que vous pouvez voir certaines positions que nous qualifions de positions purement politiques. Parce qu'en réalité, ce sont des positions qui servent les intérêts des autres. Maintenant, revenons sur une question que vous avez posée tout à l'heure. Pour parler de le bloc qui se dit opposé à la Constitution du Savez-vous que dans ce bloc-là, il y a au moins, je dis bien au moins un ancien Premier ministre qui, lui, à son temps, avait demandé la modification constitutionnelle? Vous parlez de Nicolas Tiangay? Vous ne pouvez pas, en votre temps, dire que vous estimez que la Constitution doit être modifiée et vous retrouvez dans un bloc dans lequel on dit non à toute modification, non à toute réécriture de la Constitution. Et puis, pour revenir sur un aspect, Monsieur Ladan, les priorités. Ben, ce n'est pas un groupe de personnes qui s'asseyent au quartier qui définissent les priorités d'une nation. Chaque gouvernant, lorsque vous allez vous présenter votre projet au peuple, vous avez vos priorités. J'ai la chance, Monsieur Ladan, d'avoir participé, d'avoir été candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Je me souviens encore, dans mon projet de société, le projet que j'ai présenté aux Camerounais, il était défini, j'avais 5 priorités. Mais tous les autres candidats n'avaient pas les mêmes priorités. Nous n'avions pas les mêmes priorités. Par coup de, je ne sais pas trop comment je vais appeler ça, je me suis retrouvé dans des discussions avec certaines personnes, des Occidentaux, et qui me disaient, mais Monsieur Matomba, pourquoi vous insistez sur la refondation du système éducatif comme étant une priorité? Vous ne voyez pas que vos problèmes sont économiques? Revenez sur les problèmes économiques et nous allons vous soutenir. Je dis non. Quand j'observe mon pays, quand je regarde le Cameroun, le problème fondamental est un problème d'éducation. Il faut revoir le système éducatif dans lequel nous évoluons. Parce qu'en réalité, le problème économique trouve
des solutions dans le système éducatif. Le problème sanitaire trouve des solutions, le problème sécuritaire trouve des solutions dans le système éducatif. Vous voyez, donc on essaye de nous démontrer qu'en réalité, nos priorités sont ailleurs. Mais non, les priorités, c'est celui qui est aux commandes qui sait où il veut amener le pays et il définit les priorités. Ce n'est pas un groupe de personnes qui s'assied au quartier là, qui définit cela. Et maintenant, si le peuple lui dit, voilà ma priorité, qui suis-je? Ou qui est un président de la République pour dire au peuple non, nous ne pouvons pas te suivre dans ta priorité. Et il faut le dire, ceux qui présentent cela comme priorité, hier c'était leur priorité à eux, de réécrire la Constitution. Mais puisqu'ils ne sont pas aux commandes aujourd'hui, ce n'est plus une priorité, alors la priorité ailleurs. Mais si on veut donc revenir sur cette priorité-là, mais le président Touadéra a pu sécuriser 97% du territoire quand même, en si peu de temps. Donc accordons-lui au moins ce bénéfice du doute, qu'il sait au moins où il va. S'il dit aujourd'hui que j'ai besoin que les Centrafricains se soignent en Centrafrique, j'ai besoin que les Centrafricains se nourrissent en Centrafrique, j'ai besoin que les Centrafricains développent le tourisme en Centrafrique, mais pourquoi vous lui opposez cela? Il a commencé, vous avez dit sécurité, il vous donne 70, vous cyclez déjà à volonté dans le territoire, 97% il a récupéré. Mais là encore, vous allez lui reprocher d'avoir fait ce travail. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut être précis dans ce qu'on veut. Nous l'avons dit et nous ne le dirons pas assez. Quelque chose d'important et d'inédit est en train de se passer en République centrafricaine. Nous devons accompagner cela et je vais peut-être rejoindre le docteur Yam en disant aux autres, nous n'allons pas tirer sur nos frères qui ne sont pas d'accord. Parce que, entre parenthèses, ils servent les intérêts de la France ou bien de d'autres nations. Mais nous allons tout simplement leur dire, vous passez à côté de l'histoire. Nous allons dire à la Cour constitutionnelle qui sait dans quel cadre elle a été constituée, en plein régime de transition. Il est temps d'écrire l'histoire et de faire partie de l'histoire. Ce qu'on dise ou ce qu'on pense, parce qu'il y a des choses qui sont dites de cette Cour et des membres de cette Cour, que ce qu'on dit et ce qu'on pense, vous démontrez que ce n'est pas vrai. Vous êtes des Africains, vous aimez l'Afrique, vous aimez la Centrafrique, ou alors le Centrafrique. Et vous êtes prêts à participer à une véritable réécriture de l'histoire du Centrafrique. Très bien. Merci, Président Matomba. Je pense qu'on referme le on referme avec Issa Diawara. Diawara. Avant peut-être d'aller au standard, on va afficher les numéros dans quelques instants seulement. Vous pourrez, chers téléspectateurs, nous rejoindre à partir de ces numéros qui sont affichés au bas de votre petit écran. Alors, Issa Diawara, je vais peut-être reprendre la première interrogation posée ici par Bachir, puisqu'on referme avec cette thématique. Alors, qu'est-ce que vous attendez justement de cette démarche, de cette réécriture justement de la Constitution en République centrafricaine? Quelles sont, en tant qu'Africains, vos attentes? Vous savez, nos attentes sont nombreuses, mais la question qu'il faut mettre sur la table, une fois de plus, ça pose le problème de gouvernance de façon générale en Afrique. Ça pose le problème des débats, de ce qu'on appelle la démocratie en Afrique. Parce que là, on attend à attendre mon président et le doyen docteur Yann Timba. Moi, en réalité, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut discuter avec des gens qui ont carrément opté pour la France. Je le dis parce que de toutes les façons, dans les pays qui sont contrôlés par la France, ils ne discutent pas avec des panafricains, ils ne discutent pas avec des nationalistes qui se battent pour leur pays. Et je le dis, je le répète, il n'y a qu'aujourd'hui, l'Afrique a les défis majeurs de l'Afrique. C'est en réalité comment retrouver la souveraineté. Ça, c'est un défi au niveau de chaque pays africain, en tout cas dans la grande majorité. Comment retrouver la souveraineté quand on me demande qu'il faut tendre la main aux gens qui ont fait le serment d'être avec la France. Quand on demande de tendre la main ou de discuter avec ces gens, je me dis, j'ai peur qu'il ne faut pas se retrouver dans le scénario de notre père, le président Laurent Gbagbo, qui longtemps a tendu la main à M. Alassane Dramane Ouattara, et finalement Ouattara a eu raison de lui. Jusqu'à quand on va discuter avec quelqu'un qui veut votre mort? Jusqu'à quand vous allez discuter avec quelqu'un qui veut votre tête? Quelqu'un qui, même déjà en engageant la discussion, la personne est déjà catégorique. Je pense qu'on doit discuter avec des gens
qui sont pour l'Afrique, qui sont peut-être pour la Centrafrique, mais en réalité ne sont pas d'accord avec certaines procédures. Là, je suis d'accord. Mais toute personne qui n'est pas d'accord avec la Centrafrique ou bien autre, la personne qui jure, toute personne qui n'a confiance qu'à la France, tout politicien qui jure qu'il n'y a que la France pour faire de quelqu'un un président, ou bien un ministre ou un député, mais cette personne n'a pas sa place autour d'une table de discussion, sa place est en prison, ou bien sa place en France. Pourquoi on va jouer avec, je ne sais pas, la caisse du serpent? Pourquoi? Je pense, sortons de cette posture, c'est pourquoi il faudrait revoir cette question vraiment de démocratie. Moi, je pense aujourd'hui, des pays comme la Chine, ou bien même l'Iran, mais ce sont des pays qui sont en avance sur l'Occident en démocratie. Mais la Chine, vous n'allez pas voir beaucoup de manifestations. Est-ce que la Chine ne s'enrichit pas mieux que l'Occident, sans avoir de colonies ici? Est-ce que la Chine aujourd'hui, ce n'est pas un pays qui connaît la stabilité sociale mieux que l'Occident? Pourquoi continuer à prendre, à calquer ce qui n'a pas marché à l'Occident et vouloir reproduire ça la même chose? Ça ne sert à rien de jouer au petit blanc. Je discute avec l'opposition, je dis, ils sortent d'opposition la même, c'est quoi cette histoire? Moi, je ne comprends pas. On peut être d'accord qu'on se bat pour le pays, pour l'Afrique, on peut avoir des divergences d'idées, d'opinion, je peux comprendre. Mais avoir, je ne sais pas, des gens bien organisés dans ton pays qui jurent, qui se battent pour faire retourner le colon dans les pays et vouloir discuter avec eux, ah non. Mais si eux sont au pouvoir, ils ne vont pas discuter avec vous, hein. Ils ne vont pas vous faire cadeau. Et on discute avec eux si vous êtes convaincus que l'issue de la discussion, c'est de les ramener à la raison, c'est de les ramener de votre côté. Mais du moins qu'ils gagnent mieux avec les colons et que vous savez pertinemment bien que l'issue de cette discussion n'est qu'un gâchis. Ce n'est qu'une perte de temps, un gâchis pour le pays. À quoi sert bon de discuter avec de telles personnes? Et je pense que la Cour constitutionnelle, ce sont des Africains, ce sont des Centrafricains. Ils ne sont pas français. S'ils sont français, qu'ils le disent. Et de toute la façon, quand ils vont rendre leur verdict, je pense que l'État centrafricain doit être suffisamment intelligent pour pouvoir ouvrir une enquête pour vérifier si la décision de la Cour constitutionnelle a été influencée négativement ou pas. Il ne faut pas qu'on laisse les choses comme telles. Et si jamais ce sont des gens qui ont collaboré avec la France-Afrique, mais bien sûr leur place en prison. On ne peut pas construire l'Afrique avec les caresses. On ne peut pas construire l'Afrique en jouant au bon sein. Ça ne marche pas. Si on veut construire l'Afrique, vraiment, c'est la vérité. Voici des principes clés. On est dedans ou on n'est pas avec. Mais si on caresse les choses dans le sens de la pointe, excusez-moi du terme, nous allons finir par recycler l'ancien système et l'ancien système finira toujours par renaître de ses cendres. Donc si nous voulons avancer, enterrons carrément l'école occidentale. Quand je parle de l'école occidentale, je parle du système qu'ils ont mis sur pied. L'éducation, culture, tout ça, ça viendra. Mais il faut d'abord que nous entrons totalement en possession de nos pays. Qui a son pays, qui a la souveraineté de son pays, mais a les mains libres de définir les politiques de son pays. Donc si nous voulons, en tout cas, la libération de l'Afrique, il faut d'abord entrer en possession de l'Afrique. Quand vous entrez en possession de votre corps, à vous de décider si vous voulez vous laver ou pas. À vous de décider si vous voulez vous laver le visage ou les jambes. Ça n'engage que vous. Mais entrez d'abord en possession de votre corps. Donc nous voulons d'abord entrer en possession des États africains. Merci. À vous, Issa Diawara. Eh bien, on fait un tour donc au standard, comme on l'a annoncé. On va commencer par vous, Justin, depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Oh, bonsoir, bonsoir Bachir, bonsoir aux téléspectateurs de Foyo TV, bonsoir au doyen tout-puissant Banakani. Bachir, j'aimerais seulement participer, c'est juste dire quelques mots concernant la situation en Centrafrique. Bachir, dis-moi, le colonel Muammar Kadhafi a fait combien d'années au pouvoir dans sa dictature entre griffes? Et dans sa dictature, comment vivaient les Libyens? Était-il malheureux? N'avait-il pas d'eau à boire? N'avait-il pas d'électricité? Les étudiants libyens, comment est-ce qu'ils vivaient? Maintenant, dites-moi, Bachir, depuis que la France et les États-Unis, depuis que l'OTAN a importé la démocratie en Libye, comment vivent les populations libyennes?
si le président Touadéra en Centrafrique travaille pour que son peuple puisse vivre et non survivre, s'il veut faire 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats et 4 mandats, si la population centrafricaine ou la majorité de la population centrafricaine est d'accord avec lui, alors que cela se fasse. Sinon que la reine d'Angleterre a tapé plus de 30 ans au pouvoir en Angleterre, personne n'a crié au scandale. La démocratie, elle ne s'impose pas. Les Européens ont leur type de démocratie. Les Africains ont leur type de démocratie. Les Européens ont triché sur la démocratie africaine. Quand on me parle de démocratie, je me rappelle directement à l'arbre à palabre. C'est l'Africain qui a inventé l'arbre à palabre. C'est l'Africain qui a instauré l'arbre à palabre. C'est là l'essence même de la démocratie. Donc on ne vient pas distraire les gens du fait en disant que le président Touadéra veut faire ceci, le président Touadéra veut s'imposer, veut faire cela. Non, si les Centrafricains sont libres, s'ils voient que le président travaille bien, s'ils voient que leurs conditions de vie sont en train de changer, il n'y a pas de problème. Qu'on les laisse librement choisir. Oui, il n'y a pas à amalgamer là-dessus au fait. Le président Touadéra est venu. Moi je sais une seule chose, je ne suis pas centrafricain. Et ce que j'ai constaté que l'insécurité a reculé. La Centrafrique était aux mains de la France. La Centrafrique était hyper divisée. Bangui même était hyper divisé. Aujourd'hui, aucune rébellion n'ose hasarder en Bangui. Même la France a reculé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Le président fait ce qu'il peut. Il travaille comme il peut pour son peuple. Si ça va, si le peuple décide de lui accorder, même si c'est 51,99% de la population centrafricaine qui décide cela, c'est la majorité. Et que les gens arrêtent d'amalgamer pour dire qu'on veut tripatouiller la constitution ou pas. Là où la France a imposé sa démocratie, vous avez vu les conséquences. Là-bas, on ne va pas faire des référendums, hein, on ne demande pas au peuple. C'est la France qui impose et c'est parti. Mais le président Touadéra, conscient de l'enjeu de la chose, il passe par la voie normale et légale. C'est tout. Merci. Merci à vous, Justin, depuis la Côte d'Ivoire. On va rester au standard avec cette fois-ci Jean, depuis les États-Unis. Bienvenue, Jean, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, Sike Doumbé. Bonsoir, Bachir. Bonsoir à vos invités, Badakani, Niam, Issa, Matomba. Et puis, bonsoir aux techniciens. Bonsoir à tous ceux qui écoutent For You Media. Oui. Le nerf de la guerre, pour nous, n'est pas l'argent. Le nerf de la guerre, pour nous, en Afrique, c'est la dignité. Nous nous battons pour le respect de notre dignité humaine. Là, l'argent ne nous corrompt pas. Là, la nationalité française proposée ne nous corrompt pas. Là, la nationalité américaine proposée aller étudier sur nos affaires, iront étudier, ne nous intéresse pas. Il faut d'abord que notre dignité humaine soit respectée. C'est tout. Voilà notre combat. Alors pour cela, la constitution que le Centrafrique veut se doter, c'est normal. Parce que les constitutions des pays africains, surtout francophones, sont taillées à l'image des intérêts de la France. Pour ne pas dire des multinationales françaises qui pillent nos pays. Soyons clairs et nets. Et pour cela, ils associent certaines personnes, comme vous les appelez, des opposants radicaux. On leur attribue les noms parce que ça vient de eux, le système. Alors, on leur propose tout pour dire, allez, persévérer. On va vous donner de l'argent. Des milliards. Mais ce n'est pas les milliards notre objectif. C'est le respect de notre dignité. Et la constitution, la nouvelle constitution, va refléter effectivement l'intelligence centrafricaine. Pas seulement là, mais de toute l'Afrique, qui ont adopté leur méthode. Mais c'est là la guerre que nous menons. Mais ici, il y a certains qui se disent, oh, nous voulons... Matomba a parlé de l'église. Matomba, vous voyez, l'église catholique... Rome n'est pas le lieu de la foi chrétienne. C'est une usurpation. Ça, c'est pourquoi les gens confondent aujourd'hui la foi en ce Dieu bon, amour, juste. Mais la France, nous connaissons l'histoire dont nous parlons.
Donc, c'est un pays qui manipule et nous savons qu'elle doit payer. Le moment vient, elle doit payer. Alors, je bondis sur le second thème qui est, les deux ont même dit, parce que tout ceci concerne la France. Un seul pays, hein, un seul pays qu'on appelle France qui doit manger, qui doit piller. C'est ça qui fait qu'elle va inviter toute l'Europe, appeler l'Amérique à venir le soutenir depuis la nuit des temps. Sylvain Solepi a été tué dans l'ambassade, au sein de l'ambassade américaine, par le français Georges Métrier. Donc, c'est le même sujet. Actuellement, ils sont en train de préparer une guerre civile, pour ne pas dire génocide, dans la sous-région ouest africaine. Nous interpellons les dignes fils du milieu. Ne vous basez pas sur l'argent qu'on vous propose. Et on vous arme pour détruire vos populations. Parce que quel que soit ce que la France et ses alliés, l'OTAN, quel que soit ce que l'OTAN va faire, l'OTAN ne prendra jamais place sur le continent africain, surtout Golfe de Guinée. C'est des barbares. Nous leur bloquons le chemin. Ils seront mis à nu. Tout ce qu'ils vont faire seront mis à nu. Soyons conscients de la bataille. Ne nous laissons pas corrompre par des milliards. On a vu aujourd'hui, là où se trouvent les milliards de hauts fouets, et il y a des machins qu'on sort. Bongo. Réfléchissons. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Merci. Merci à vous, Jean. Merci beaucoup pour cet appel. On va prendre le fils de l'autre, Mbandakani Emmanuel. Bonsoir. Merci à vous, Jean. Merci beaucoup. Bonsoir, Bachi. Bonsoir, Manuela. Bonsoir à tout le panel. Je salue mon père. Papa, lorsque je te vois sur tous les plateaux, il faut dire que toute l'Afrique a une force. Je me souviens d'une émission que vous avez animée avec mon père, Banakani, en 2011, un bon dimanche. Et mon père disait ça que le temps viendra à le temps est venu. Le père disait il est en arrière et aujourd'hui, la France est en train de couper. Nous allons nous-mêmes avoir nos constitutions. Les opposants, est-ce qu'ils ont une constitution? Papa Banakani, est-ce qu'il y a un pays africain qui a une constitution? C'est maintenant que les Africains vont prendre les choses en main. La Centrafrique est en train de commencer. Le Mali est en train de commencer. Et nous allons terminer. Parce que Bachi, vous avez été au front. Manuela, vous avez été au front. Mon père Banakani a été au front. Et le docteur Yantiba, tout le monde, tous les panafricains. L'Afrique est debout. Ces opposants, ils s'opposent à quoi? Ils s'opposent à quoi? Leur nom ne les appartient même pas. Leur nom, c'est en France qu'ils prennent leur nom. Au monde. Donc cela, docteur Yantiba, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'on doit faire avec eux. On va les tuer, on va prendre leurs enfants en charge. Et on dira à leurs enfants que pourquoi est-ce qu'on a tué vos parents? Parce que vos parents ont trahi l'Afrique. Vos parents ont vendu le pays. Voici pourquoi on les a tués. Donc vous restez calme. On va leur donner le qu'il faut pour pouvoir continuer avec eux. Si j'ai fini de dire ça, je voudrais vous remercier pour tout le combat. Papa Banakani, vous êtes une fierté pour l'Afrique. Et nous, les enfants de l'Afrique, nous sommes fiers de vous. Nous vous aimons beaucoup et bonne continuité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Merci à vous, Bandakani et Emmanuel. Certainement, en tout cas, voilà, pour rester peut-être, on va dire quoi, dans le cadre de cette émission du média, on ne saurait bien sûr encourager voilà, les actions les théories d'assassinat ou encore de théories de tuerie. Voilà. Merci en tout cas d'être passé par ici. On va rester au standard avec cette fois-ci Delphin. Bonsoir Delphin. Bonsoir ma chère sœur Manuela Siké. Pardon, Siké Ndoumbe. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc permettez-moi que je salue tout le monde sans les citer. J'ai été annoncé, on m'a reconnu, ça me ferait gagner du temps. En écoutant mon frère Diawara tout à l'heure, j'ai eu l'impression d'assister à nouveau
à un épisode où j'avais partagé l'antenne avec mon frère Abdoul Ndam. Effectivement, la génération du frère Ndam, Diawara ou moi-même, nous ne sommes plus vraiment intéressés par les dialogues. Au demeurant, des scénarios semblables à Marcoussi 1-2, Accra 1-2, je vous assure mes chers frères, du côté de Gitega, c'est juste inexistant. Même les ambassadeurs, soi-disant démocrates, là-bas, en poste, n'envisagent pas ce genre de bavardage chez nous. Parce qu'ils savent très bien que ce serait perçu comme une provocation. Donc, ayant dit cela, moi non plus, je ne suis pas comme le fils de Bandakani, ou plutôt contrairement au fils de Bandakani, et comme ma sœur Sikendoumbe, ça ne sert à rien de mettre à mort les nègres de maison. Non, ça ne sert à rien, sauf s'ils prennent les armes. Là, on finit avec eux. Nous devons mettre en place des politiques qui vont les rendre tout simplement marginaux. Et je sais de quoi je parle. La majorité de la classe politique burundaise qui gérait le pays jusqu'en 2015, aujourd'hui, ils ont rendu le tablier. Les plus acharnés d'entre eux, effectivement, je peux en parler, il y a prescription aujourd'hui. Il y avait un monsieur à l'époque, c'était un ancien haut gradé du ministère de la Défense. Les services secrets burundais lui ont collé 2 balles dans la tête. Les autres ont rendu les passeports burundais et vivent aujourd'hui en Belgique ou au Canada. Donc, nous allons mettre tous ces scénarios en place afin que les gens soi-disant démocrates n'aient plus, j'allais dire, de chevilles ouvrières issues de nos rangs. Ça, c'est tout à fait possible, sans forcément qu'il y ait des effusions de sang. Mais je répète, la réciprocité, on ne doit pas hésiter à la mettre en place. Nous devons appliquer, je dis souvent que les Africains doivent se mettre à faire de la géostratégie de façon poussée. Quiconque parmi les gens démocrates instrumentalise des gens pour prendre les armes, comme cela s'est vu en Côte d'Ivoire, nous devons leur rendre l'appareil. C'est ce que le Burundi fait, c'est ce que l'Algérie fait, c'est ce que récemment notre frère, le brillant ministre Abiy Ahmed a fait avec ses agités du bocal du TPLF. Donc, nous ne devons pas hésiter, nous non plus, à faire les choses de cette façon-là. Et pour ne pas trop monopoliser le micro, je sortirai sur un point précis qu'a soulevé notamment mon grand frère Bandakani, mon père même, quand il parle de la génération des Bouganda. Je suis ravi, je parle à des Camerounais. Vous savez tous que au cours de l'année 1958, tous ces agités du bocal, M. Roland Pré, Mesmer, M. Doustin, ont tout fait pour mettre en place une indépendance volée, soi-disant demandée par les populations du Cameroun, suprême insulte, faire endosser ça à l'UPC, après avoir froidement refroidi M. Oumiobe, qui est un contemporain de Boganda. Nous ne devons plus permettre cela. La constitution du Centrafrique doit avoir ce qu'a déjà la constitution du Burundi. C'est-à-dire, elle doit être mise sur pied par des Centrafricains, avalisée par des Centrafricains, et s'agissant d'une géopolitique de l'Élysée, passez-moi du terme, on n'en a strictement rien à foutre de ce qu'ils pensent. Quand est-ce que les Français nous consultent pour savoir comment ils vont gouverner la ville de Marseille? Eh bien, nous devons leur appliquer la réciprocité à Bangui et ailleurs en Centrafrique. Donc, peut-être que je reviendrai lorsqu'il sera question de la Côte d'Ivoire, mais pour l'instant, je rends le tablier à mon frère Bachir. Et une fois de plus, pour le média, allons de l'avant. Merci à vous, Delphin, depuis Gitega au Burundi, fidèle téléspectateur et soutien, bien sûr, à For You Media Africa. On va rester au standard avec Zerfel depuis l'Allemagne cette fois-ci. Bonsoir Zerfel, bienvenue. Ok, bonsoir Manuela, la diva. Bonsoir Bachi, mon frère. Et je salue vos invités et tous ceux qui regardent Afrique Média, les techniciens, sans oublier personne. Moi, je voudrais dire tout simplement que tous ceux qui s'imposent aujourd'hui à cette constitution, ils n'ont rien à dire. Parce que si on leur pose la question aujourd'hui, pourquoi ils refusent, ils n'ont pas de mots, ils n'ont pas d'explication à donner à la population. Parce qu'il faut dire non. Parce que certains parmi eux, aujourd'hui, ils veulent être, rentrer dans le rang du président. Mais attends, c'est pas comme ça, on rentre comme ça. Parce que tu n'as pas un programme bien fixé. Et toi, tu veux rentrer dans une maison qui est déjà en ordre là.
pour mettre des ordres. Non. C'est pourquoi il dit non, il ne veut pas la constitution. Demain, si on dit demain, on joue la constitution, là, on ne la change pas. Là. Quand le monsieur va partir, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour donner encore ce pays aux Français. Et leurs parents, et leurs enfants, et leurs familles, ils seront dans la pauvreté. Ils seront dans la brousse pour manger encore des feuilles, pour manger des racines. Mais attendez là, nous les Africains, là, à quel moment on va grandir? À quel moment? Parce que le plus souvent, on aime trop parler. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, j'ai écouté. Parce que ce sont des trucs, discuter trop. Chez nous, en termes ivoiriens, on dit que ça donne trop de dagbes, c'est-à-dire que ça donne trop de crachats dans les choses, sur les lèvres. Donc, ces gars-là, ils ne cherchent pas à voir pourquoi le monsieur il veut faire ça. Il ne fait pas ça pour lui. Il fait ça pour que demain, là, quand il ne sera pas là, pour que vous soyez bien, pour que le blanc qui va venir, il vous respecte. Ça, c'est la moindre des choses. Alors, quand vous êtes là en train de dire non, on ne veut pas constitution, on veut... Attendez là, toi tu veux quoi au juste? Si tu peux me répondre, vraiment, moi je ne comprends pas. Parce que s'il ne veut pas comprendre, moi, il faut qu'on les mette sur les teignoirs. Et puis on avance. Parce que trop de discussions avec ces rebelles, parce qu'ils ont un objectif. Que les commanditaires les aient mis dans la tête, il faut qu'ils atteignent cet objectif pour qu'ils soient tranquilles. Parce qu'on les a envoyés en mission là. Alors si la mission n'est pas accomplie, ils n'ont rien fait. C'est pourquoi ils sont là en train de tourner en rond. Mais moi je dis aux Centrafricains, celui qui veut empêcher cette constitution pour qu'on la change là, mettez-lui 6 teignoirs et puis on n'a pas de part. C'était clair. Parce que quand on va avoir ce genre de trucs, ce genre de comportement vis-à-vis des idiots, excusez-moi du mot, qui veut mettre l'Afrique en retard, il faut qu'on les mette aussi de côté pour que l'Afrique avance. Regardez, tous les pays avancent. Nous, on est riches et on est pauvres. Ils ne voyaient pas ça. Comment ce pays-là, il est plus riche que même chose d'Europe, réunis. Alors moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ces gars-là, ils sont en train de se masturber, excusez-moi. Et vous dites non, non, il faut qu'on arrête un peu. Parce que discussion, il n'y a plus de discussion. C'est que le monsieur impose, il faut que le président impose sa dictature. S'il veut, c'est une dictature. Que la constitution doit être changée. Un point, un trait. Je m'arrête là et j'attends pour le sujet de la Côte d'Ivoire pour que je puisse intervenir. Merci la diva. Merci Bachi. Merci à vous, Zelfé, depuis l'Allemagne. On va d'abord momentanément refermer le standard avec Lamine Diop. Tout à fait. On prend Lamine et on referme d'abord le standard. Lamine Diop, bien le bonsoir. Oui, bonsoir mon cher Bachar, bonsoir mon cher Sikandoubé, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs du leader de Foyou ainsi que votre régie technique, et puis bonsoir à l'ensemble du plateau, les panélistes pour tous, ils sont assez nombreux je pense, donc je leur dis simplement bonsoir. Bachir et ma chère Sikandoubé, je voudrais reprendre une analyse de Yamtimba à propos du changement de nom de la RCA sur la thématique concernant la RCA, voire un symposium de l'ensemble des forces actives de la société centrafricaine, et y compris le religieux, pour rebâtir la RCA. Commençons, c'est vrai que là-dessus, je veux dire par là, cette shaytane de la France, il a absolument raison. Oui, il a tout compris, mon cher Yamtimba. D'ailleurs, comme nous tous, on a tous compris notre problème, mais ça tarde à être résolu pour l'instant. Un pays, ça se construit. Le mot est peut-être banal, mais il est très fort. Je dirais, au-delà de la symbolique, comme disait Yamtimba, il y a simplement le travail de fond sur ce qui est les fondations d'un pays. C'est-à-dire, comme un projet, il y a des prérequis, dits prédécesseurs, et des prérequis pour la viabilité du projet, dits successeurs. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est vrai. C'est comme votre chaîne, la naissance de votre chaîne Foyou TV. Il a fallu que vous respectez des prédécesseurs et des successeurs. Nous devons détruire les prérequis de ceux qui ont décidé fallacieusement un jour de faire signer des soi-disant indépendances aux Africains à leurs dépens. Malheureusement, la plupart de nos pays, pour ne pas dire presque tous les pays d'Afrique non francophone, rien n'a été fait. Ils ont cru qu'ils pouvaient redévelopper humainement et matériellement leurs pays respectifs,
tels que la France leur est naïvement transférée, preuve en est que depuis 70 ans, ils sont toujours au même arrêt de train avec quelques superficiels pour tromper en soi-disant développement palpable, comme le tramway d'Abidjan de Dramane Ouattara ou encore le TER de Dakar de Macky Sall, etc. etc. C'est ainsi dans la vie. Cette chaîne fonctionnelle, prédécesseur et successeur, est la clé de réussite de tout développement. Donc, Yamtimba a compris exactement la base du mal de nos pays. Au cas échéant, nous allons faire que du rafistolage et la France est là cyniquement à nous servir volontiers dans ce concept, car cette entourloupe lui convient très bien comme ça. Ensuite, mes chers, à propos du Mali, voyez-vous, tout est lié. La guerre par procuration au Mali, déclenchée par la France et compagnie, la guerre par procuration en Ukraine, celle en Syrie et jadis celle en Libye, et enfin le basculement vers un autre ordre mondial acté par la Russie de Poutine, la chétane de la France est selon moi la cause de toutes ces transformations colossales que nous traversons actuellement. Du fait de son néocolonialisme absurde sur les nations d'Afrique noire francophone, et je dirais que c'est échec et mat pour elle sous peu de temps. Je m'explique. Pourquoi donc? Parce que cette jeunesse africaine patriote qui crie injustice et néocolonialisme français dans les rues, tout comme dans les médias, cela a certainement poussé Moscou à accélérer le basculement de cet ordre mondial américano-occidental vers un autre ordre mondial multipolaire, beaucoup plus responsable et respectueux des peuples. Malgré leur train de sanctions cupides, l'Allemagne vient de comprendre la formule chacun pour sa pomme au sein de l'Occident. Effectivement, lors de sa sortie médiatique, Olaf Scholz a subitement jeté le trouble sur l'état réel du traité entre la France et l'Allemagne sur la coopération franco-germanique, dit le traité de l'Élysée. D'ailleurs, une chose déjà constatée au Mali, avec une Allemagne qui s'est désolidarisée totalement de la France dans ses positions racialistes au Mali. Mais cette crise est-elle sérieuse? J'ai envie de vous dire, ce n'est pas la première ni la dernière, mais cette crise-là est la plus significative. Et la plus significative, la première caractéristique de cette crise est qu'elle est assumée. Vendredi dernier, devant les cadres de l'armée fédérale allemande, la Bundeswehr, Olaf Scholz a parlé. L'Allemagne est prête à prendre la tête de la sécurisation de notre continent ouest européen. Or, le pacte franco-allemand, entre autres, évoquait le traité de l'Élysée, soutenu par l'idée que l'Allemagne, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle n'a été autorisée à se doter d'un outil militaire que sous le strict contrôle des États-Unis dans le cadre de l'OTAN, d'où d'ailleurs la création du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité lors du 40e anniversaire de ce traité de l'Élysée. Eh bien, l'Allemagne vient de rétorquer ce pacte. D'ailleurs, il ajoute ceci: en tant que nation la plus peuplée, dotée de la plus grande puissance économique et située au centre du continent, notre armée doit devenir le pilier de la défense conventionnelle en Europe, la force armée la mieux équipée d'Europe. Bien évidemment, les dirigeants allemands entendent tourner la page à des années d'analyse sur le fait que son pays serait entouré d'amis, comme la France, avec son traité de l'Élysée. La vérité, c'est qu'avec une Allemagne forte militairement, la souveraineté territoriale française sera menacée via l'Alsace-Lorraine. Donc j'ai envie de dire, notre ami Jean, qui souvent vient avec un pan religieux, je commence à le croire, parce que moi je suis un ingénieur pur et dur, moi je matérialise les faits. Mais lui, il disait souvent un jour la France payera. Oui, via l'Alsace-Lorraine, où le sentiment de se rattacher à l'Allemagne sera un outil politiquement et régionalement très fort. Et oui, la roue a tourné pour la France. À force de vouloir maintenir son genou sur le cou des nations d'Afrique nord francophone pour un but racialiste, eh ben, elle a entre autres créé des changements colossaux géopolitiques dans le monde et par ricochet, son pacte franco-allemand vient d'être jeté à la poubelle. Et déduction faite, un gros souci de souveraineté dite Alsace-Lorraine vient de renaître de ses cendres. Comme vous savez, mes chers, la formule africaine finit par là, 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Eh bien, le jour de la France arrive à grande vitesse. Merci de son émission, à bientôt, ciao. Et à vous, Lamine Diop, on referme donc le standard. Rapidement, avant de passer à la seconde thématique, Dr Yamtimba, en 30 secondes, vous voulez ajouter quelque chose? Juste une petite chose. Je pense qu'il faut défendre la notion de consensus, mais il faut qu'on sache très bien qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Je reste dans notre sujet, pas de façon générale, parce que de façon générale, on est revenu sur l'aventure Gbagbo. Ce n'est pas de ça qu'il est question en Centrafrique aujourd'hui.
le consensus qui est recherché, c'est le consensus des acteurs impliqués, pas le consensus de ceux avec ceux qui refusent de venir. Lorsque nous disons que chacun a droit à une place autour de la table, c'est le principe. Maintenant, si vous ne venez pas, on n'ira pas vous chercher là où vous êtes pour venir vous mettre dans le comité de rédaction de la Constitution. Le président a demandé que tout le monde envoie des noms des représentants. Les gens ont estimé qu'ils n'étaient pas concernés. Et d'ailleurs qu'ils défendaient quelque chose qu'eux-mêmes avaient voulu tout simplement détruire quelques années auparavant. Donc, il est question, dans le comité qui est installé aujourd'hui, de parvenir à un consensus. C'est-à-dire qu'il s'agit, non pas, on n'a pas l'intention de dire que ce sera une chorale qui va nous sortir, ou une chorale de flûtistes qui vont jouer du même instrument, mais il s'agit d'un ensemble un peu plus large, où il y aura justement des flûtistes, des guitaristes, des pianistes et des contrebassistes, donc différents types d'instruments, qui sont l'expression, si vous voulez, de l'intelligence collective de ce comité de rédaction de la Constitution centrafricaine, enfin de ce qui sera demain, nous l'espérons, en tout cas qui est le Centrafrique aujourd'hui. Il faut bien que nous sachions en Afrique ne pas tomber dans un piège. Rien ne sert de jouer au faucon. Nous ne nous trompons pas d'adversaire. Il ne s'agit pas de jouer au faucon contre les nôtres et de jouer au conciliateur contre ceux qui pillent nos propres pays et dressent certains parmi nous contre leur propre peuple. Voilà la raison pour laquelle je dis que dire dans le cadre quand même de la rédaction de la Constitution, puisque j'étais dans ce cadre très précis, il ne s'agissait pas de parler d'un cadre qui était autre, dans le cadre de ce projet de rédaction d'une Constitution pour le Centrafrique, eh bien, il ne s'agit pas, c'est ce que je dis, il ne s'agit pas de répondre à la surenchère verbale et à la propagande néocoloniale par les mêmes canaux ou par les mêmes instruments. Il s'agit de dire à ces gens, venez vous asseoir. Je prends pour exemple quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de l'Afrique et l'histoire doit toujours nous guider. Lors de la fin de la deuxième période intermédiaire, un jeune roi qui s'appelle Taharka reconquiert l'Égypte. Il vient de un prince nubien qui reconquiert l'Égypte avec son épouse et sur les conseils de sa mère Tiyi. Tiyi veut dire justement donner le savoir. Tiyi, donner le savoir. Donc sa mère le conseille, il reconquiert l'Égypte et réinstaure donc le système pharaonique. Il n'a jamais, et c'est là où prendre l'exemple de Gaulle est quelque chose de très mauvais pour les Africains, parce que De Gaulle c'est un Pierre de l'Afrique. De Gaulle pour les Camerounais par exemple est considéré comme un génocidaire. C'est sous lui que le génocide a lieu au Cameroun. Non, c'est pas bon de le prendre pour exemple en quelque matière que ce soit. Il ne doit jamais être pris pour exemple chez nous. Il n'a justement pas fait ce que De Gaulle a fait, puisque pour qu'il y ait la période intermédiaire, ça a engraissé un certain nombre d'Égyptiens qui étaient des Africains. Mais il n'a pas fusillé ces gens-là. Il leur a donné une place à côté de la table et il leur a expliqué que tout de même, vous prenez la place pour qu'on reconstruise et on refait la paix de notre pays, ou alors vous partez avec ceux qui sont venus piller le pays et ont provoqué la deuxième période intermédiaire. Donc nous devons toujours être très subtils parce que ce que les autres veulent, et dans le contexte actuel de nos pays qui sont des pays qui sont passés par l'esclavage, la colonisation et sont sous néocolonialisme, nous devons faire attention. L'objectif de ceux qui pillent nos pays est de nous opposer tout le temps. Et si nous jouons leur jeu, nous essaierons de neutraliser les nôtres sous le prétexte qu'en les neutralisant, nous construisons la paix. Nous ne construisons aucune paix en neutralisant nos propres frères. Parce que c'est ce que les autres attendent de nous et c'est ça le piège, si vous voulez, auquel les Africains sont exposés. Il s'agit aujourd'hui de toujours nous assurer, parce qu'en fait, quand vous êtes au pouvoir, vous vous assurez d'avoir le pouvoir et de l'imposer au peuple, d'imposer au pays, mais tout en laissant toujours la porte ouverte à tous ceux qui reconnaîtront qu'ils n'ont qu'une seule vraie patrie, c'est celle dans laquelle nous sommes. Mais pour chuter, je disais un mot sur l'Église catholique. Et nous allons débuter cela dans votre temps de parole tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Je vais dire un mot sur l'Église catholique. Je pense que, et c'est là que je dis toujours, ne nous trompons pas d'adversaires. Les vrais adversaires que nous avons qui sont contre notre souveraineté et notre liberté, c'est par exemple toutes ces églises qui sont venues dans les bateaux des colonisateurs. Mais par contre, nous n'en parlons jamais.
Nous ne parlons jamais de ces gens-là. Or, ce sont ces gens-là qui sont venus ici détruire ce qui nous permettrait de nous relever. Lorsque le président Touadéra dit dans le discours, dans les documents qui accompagnent la nomination du comité, il dit qu'il faut restaurer les us, qu'il faut s'appuyer sur les us et coutumes du Centrafrique pour écrire la nouvelle constitution. Mais il dit quelque chose d'extrêmement important, que par exemple Oumyobé disait il y a quelques décennies, à savoir que c'est sur nos us et coutumes, sur nos traditions que nous devons nous appuyer pour construire un avenir meilleur et qui sera celui de l'originalité que nous apportons au monde. Malheureusement, quel a été le rôle de l'Église catholique particulièrement et de toutes ces églises qui sont venues ici? Mais leur rôle et de toutes ces religions, leur rôle a été quoi? Détruire l'ADN de nos civilisations. Or, la destruction de l'ADN de nos civilisations visait justement à nous asservir éternellement. Voilà pourquoi un pays comme la France avait ce qu'on appelait une politique assimilationniste. C'est-à-dire qu'on vous assimile, vous devenez des Français, tout simplement. Donc, nous devons, dans le cas du livre Porte et Kibon, j'estime que l'Église catholique est une association. Il faut que ce soit clarifié. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un État? Si c'est une association, ces gens-là n'ont pas à avoir un ambassadeur chez nous reçu par notre président. Merci. Si c'est une, je finis. Si c'est un État, dans ce cas, ça veut dire que leurs activités ici sont des activités de multinationales qui doivent payer des impôts. Merci, docteur Yambé Timba. Je vois le président Matomba lever aussi le doigt. Oui, non, je voulais dire, sans vouloir revenir sur la question évoquée ici par le docteur Yam Timba, je voulais tout simplement dire qu'aujourd'hui, la Centrafrique a évolué. Ils sont passés à la phase du comité de réécriture de la Constitution. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de son dissonant dans le comité de réécriture. Le comité a commencé, je crois, sa première séance de travail hier. Je crois qu'ils sont en train de poursuivre cela. Donc, il est question pour nous, aujourd'hui, non pas seulement d'accompagner ce comité, mais de surveiller et de voir que le comité est véritablement en train de faire ce travail. C'est-à-dire que nous ne sommes plus ceux qui devons commenter même les sorties des uns ou des autres qui disent s'opposer à quelque chose qui est déjà en marche. Parce que quelque chose est déjà en marche, il y a déjà, le président Touadéra est passé à l'étape suivante et nous devons tout simplement suivre avec eux au lieu de, n'est-ce pas, commenter ce qui était encore, ce qui était en arrière. Merci, président Matomba. Je pense qu'on va aller vers le prochain sujet. On a pour cela environ 40 minutes. C'est vrai qu'on est avec quand même la personne qui peut demander qu'on augmente le temps. On verra. Allez, Mali, Côte d'Ivoire. Affaire des 46 militaires ivoiriens. Bamako met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO. Eh bien, pour ne rien inventer, allons écouter le Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui est également porte-parole du gouvernement malien. Voici ce qu'il a dit et on revient juste après. De nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 38 du gouvernement de transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a suivi avec une très grande préoccupation et une profonde stupéfaction le communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire tenu le mercredi 14 septembre 2022 au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou le 10 juillet 2022 et contre lesquels la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État. Le gouvernement de la transition rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que par communiqué numéro 034 du 11 juillet 2022, il a expliqué en détail les conditions illégales dans lesquelles ces forces étrangères, dont une trentaine de forces spéciales, sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation, tout en dissimulant les identités et leur profession réelle de militaires, ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien. En outre, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, la MINUSMA, officiellement saisie du statut de ces militaires par le ministère des Affaires étrangères
et de la coopération internationale avait clairement indiqué dans sa note verbale référencée MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 27 juillet 2022 que ce soit